pour démarrer. Donc, bonsoir à tous et un grand merci d'être là pour cette conférence organisée par Gément Débat. On est super heureux ce soir d'accueillir M. Adamos Crency et M. Mikko Meren qui nous font le plaisir d'être là avec nous ce soir pour vous parler d'hydrogène. Je sais que certains d'entre vous sont même spécialisés ou ont très rapidement des cours de spécialisation en la matière. On est très heureux de pouvoir l'organiser. On ne pourrait pas le faire sans un certain nombre de partenaires, à commencer par l'école. Forcément, j'aime donc qui nous aide à l'organiser, qui nous met à disposition cette salle, ainsi que donc le Crédit Mutuel, Procter & Gamble et Oresis, qui nous permettent également de pouvoir organiser ces conférences. Pour vous rappeler un petit peu le format, donc on aura 30 premières minutes qui seront consacrées à des exposés de M. Meren et de M. Crency en matière d'hydrogène. On passera ensuite à 30 minutes de questions-réponses par et moi, et vous aurez ensuite une trentaine de minutes également pour poser toutes vos questions à nos deux invités. Donc, je vous souhaite à tous une très belle conférence et j'espère à tous que vous y prendrez un grand plaisir. Voilà. D'accord. C'est parti. Alors, je vais arrêter, bonsoir à tous. Je suis très content de participer et parler d'hydrogène. J'espère que vous voyez, ça s'affiche. Je ne vais pas checker, je vais garder sur l'ordinateur. Juste une petite question, je garde pour la fin. Vous essaierez de reconnaître la vie qui est sur la photo. Je pense qu'il y en a qui ont déjà reconnu. Et donc, on en parlera parce que ça sera dans l'exposé aussi, ça interviendra à un certain moment pour illustrer quelques exemples. Hop. Alors, très vite, je passe vite sur... Vraiment, c'est vraiment un overview, enfin un aperçu de ce qui se passe dans l'hydrogène, à quoi ça sert. Alors, tout d'abord, l'hydrogène, l'atome le plus présent sur Terre, malheureusement, tout seul, il ne se retrouve pas en tant que H2, il va être connecté à un autre atome, souvent du carbone ou de l'oxygène. Et donc, c'est les deux grandes sources d'hydrogène sur Terre. Et donc, pour fabriquer de l'hydrogène H2, il faut aller puiser dans ces ressources. On a fait la première fois de l'hydrogène avec de l'électrolyse il y a plus de 100 ans, mais matériellement, pour faire ça, il faut de l'électricité. Et comme globalement l'électricité est faite à partir d'énergie fossile, ça ne faisait pas de sens de faire de l'énergie fossile, faire de l'électricité et ensuite de faire de l'hydrogène. Donc on va la puiser directement dans les fossiles. Et c'est ce qui s'est développé. On prend le fossile comme source d'hydrogène parce que dans les hydrocarbures, comme leur nom l'indique, on prend l'hydrogène qui est source d'énergie et on rejette le carbone à l'atmosphère pour faire du CO2. Donc 95% de l'hydrogène aujourd'hui vient du fossile, c'est pour ça qu'on l'appelle gris. Pour info, ça représente à peu près 800 millions de tonnes de CO2 d'émissions dans l'atmosphère. 800 millions de tonnes de CO2, c'est l'équivalent des émissions de CO2 d'un pays comme l'Allemagne. Ça, c'est l'hydrogène aujourd'hui. Enfin, ça évolue tout doucement parce qu'il y a beaucoup d'accélération. Et l'objectif, c'est de sortir de cet hydrogène carboné. On estime qu'en 2050, il y aura 250 millions de tonnes de besoin d'hydrogène, alors qu'aujourd'hui, on est à moins de 100 millions. L'hydrogène est très intéressant parce qu'il permet il donne beaucoup d'énergie en mégawattheure ou en kilojoules par kilo, mais son inconvénient, il y a toujours un plus et un moins, c'est qu'un kilo d'hydrogène prend beaucoup de place. Un kilo d'hydrogène à température et pression ambiante, c'est 10 mètres cubes. Vous imaginez, dans cette pièce, on ne pourrait pas mettre beaucoup de kilos d'hydrogène. Donc il faut le comprimer, il faut le stocker, il faut le liquéfier. Aujourd'hui, au niveau application, l'hydrogène est utilisé principalement dans les raffineries pour faire du méthanol, qui est un intermédiaire de synthèse chimique, et pour l'ammoniac. L'ammoniac, beaucoup en croissance. Pourquoi ? Parce que l'ammoniac, c'est la base des engrais. Et les engrais, c'est la base de la nourriture. Et la nourriture, c'est pour la population qui croît dans le monde. Sans engrais, on aurait des gros problèmes d'alimentation. Et je ne vois plus ce que j'avais mis là-dessus. Et puis pour info, c'est pour dire qu'avec 10 kg d'hydrogène, on peut faire 100 km avec un camion. Ça donne les ratios. Alors qu'il faudrait l'équivalent, il faudrait plus de 100 litres de carburant pour faire les 10 km avec un camion. Donc c'est très très énergétique en kilos, mais pas en volume. Très vite, il y a énormément de couleurs d'hydrogène. Vous avez peut-être entendu parler de tout l'arc-en-ciel de l'hydrogène disponible. On commence par le gris, on casse du méthane qui est CH4, on casse, on envoie le CO2 de l'autre côté et on garde l'H2 et on a de l'hydrogène. C'est comme ça qu'on le fait principalement. On peut le transformer en bleu, c'est-à-dire qu'on va capturer ce CO2 et on va le stocker ou l'utiliser. Et posez-moi des questions après s'il y a besoin. Hein. Et puis, ça devient de l'hydrogène bleu. Et puis, on parle beaucoup du vert aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous l'ai dit, on n'utilise pas l'électrolyse avec de l'électricité parce que l'électricité est principalement faite. Je mets à côté la France avec le nucléaire hein, parce que c'est un sujet un peu particulier. Mais globalement, dans le monde, on utilise des fossiles. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on voit apparaître
de l'électricité renouvelable pas chère, très compétitive, de moins en moins chère, avec les prix qui baissent. Et donc, ça donne l'opportunité de remettre sur le marché la partie électrolyse qui permet de valoriser cette électricité. Je vais vous en parler un peu après. Et donc là, on aura du vert parce qu'il y a zéro CO2 si on utilise de l'électricité décarbonée. Vous avez vu? Donc gris, bleu, vert. Et puis après, en dessous, vous avez tout un arc-en-ciel, comme j'ai dit, du blanc naturel, du pink, de la pyrolyse. Il y a beaucoup d'autres alternatives qui sont développées, qu'il ne faut pas négliger, mais principalement, c'est ces 3 sources d'hydrogène qu'on voit apparaître dans l'écosystème. Je mets de côté le nucléaire, on est très nucléaire, et celui-là est très intéressant aussi, parce que ça permet de valoriser les centrales nucléaires, de capturer la chaleur et de faire de l'hydrogène décarboné en étant plus indépendant. Je vais aller vite, parce que sinon je vais... Là, c'est un slide que j'ai fait en faisant un medley ou une compilation de tout ce qu'on trouve. Alors, il y en a plein, il y a plein de chiffres dans tous les sens. Quel sera le marché en 2050, en 2030, en fonction des règles, en fonction des objectifs de décroissance des émissions de gaz à effet de serre ou d'accroissement de la température. Donc, il y en a plein. Je dirais, ils sont tous faux. Mais ce qui importe, c'est de voir un peu la tendance. Donc, que ce soit 27 500 TWh ou 23 000, peu importe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros potentiel. Et je dirais, depuis juin 2020, date à laquelle l'Allemagne a lancé sa feuille de route, il y a une réelle accélération dans tout le monde, on le verra aussi avec d'autres exemples, de déploiement d'hydrogène. Toutes les boîtes ont maintenant leur équipe hydrogène. J'ai moi-même passé par différentes sociétés pour mettre la graine de l'hydrogène dans différentes boîtes, que ce soit ThyssenKrupp, que ce soit Total, etc., pour initier l'hydrogène. Et aujourd'hui, c'est partout. Partout, il y a de l'hydrogène. Donc, c'est juste pour illustrer, pour dire, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose, ça va venir. Ça va prendre peut-être plus ou moins de temps. Ça va être plus ou moins gros. On parle de 25% de l'énergie globale, c'est énorme. Si l'hydrogène représente 25% des besoins énergétiques du monde, c'est un truc immense. Si c'est 10%, c'est déjà même énorme. Donc, il y a un potentiel énorme. Et puis, ça touche un peu toutes les applications. La reproduction d'électricité, le transport, les véhicules. Alors, on a souvent eu en tête le véhicule à hydrogène parce que ça nous touche tous de près. Mais ce n'est pas la priorité et ce n'est pas le premier marché qui va se développer a priori. Mais le chauffage, la chimie, l'utilisation de CO2, la décarbonation de l'acier, enfin, je vais vous faire un petit horizon de tout ce qui est possible de faire. Là, j'ai un slide qu'on avait fait avec l'Hydrogen Council il y a à peu près 5-6 ans et je trouve que ça résume assez bien tout ce que peut faire l'hydrogène. Premièrement, je dis souvent, c'est le meilleur ami des renouvelables. C'est quelque chose que j'ai sorti. Renouvelables et hydrogène sont les meilleurs amis du monde. Plus il y aura de renouvelables, plus on aura un problème d'électricité à un moment où on n'en a pas besoin. Donc, il faudra le gérer avec le réseau ou avec du stockage, etc. Mais il y en aura de plus en plus. Et puis, plus on va développer les usages de l'hydrogène à la fin de la chaîne, plus on aura besoin de renouvelables pour fabriquer cet hydrogène. Donc, c'est les meilleurs amis, ils vont ensemble. Deuxièmement, ça permet de transporter de l'énergie. L'électron ne se transporte pas. Il se distribue à peine dans un petit rayon, mais il se transporte très très mal. Ça coûte très cher en capex, en investissement, et c'est pas la bonne solution. Je vais vous montrer par une illustration. Ça sert à stocker l'énergie. L'électron ne se stocke pas non plus. Très mal, très peu, très cher, de façon très chère. Donc ça, c'est la partie, ce qu'on appelle upstream. Et puis dans les usages, l'hydrogène, ça sert à plein de choses. Directement en tant que fuel pour les piles à combustible ou les moteurs à combustion interne, comme mobilité, comme carburant. Mais aussi, on peut refaire de l'énergie. On peut faire de la chimie, commencer à faire du méthanol, de l'ammoniac pour les engrais, du méthanol et faire du diméthyléther et faire ce qu'on appelle aujourd'hui les SAF, qui sont très à la mode, des synthetic aeronautic fuel, ce qui va permettre de faire voler un avion avec zéro émission de CO2 sans passer à l'hydrogène qui ne viendra potentiellement que dans, au mieux, une trentaine, une quarantaine d'années. Mais d'ici là, il faut faire quelque chose. Donc ça ouvre énormément d'usages. À décarboner ce qu'on appelle les hard to abate, comme l'acier. On peut faire de l'acier zéro CO2 grâce à l'hydrogène, parce que c'est le meilleur réducteur, quand même, un meilleur chimie réducteur. Donc ça ouvre énormément de potentiel. Et c'est là où on se dit, si on fait tout à 100%, c'est 25% des besoins énergétiques. Si on en fait plus ou moins, ça peut être 5 ou 10%. Un slide. Voilà, je suis passé un peu vite là, ça. C'est que... Transport, je vais passer vite, parce que c'est souvent celui dont on parle le plus, mais c'est le plus facile et le plus compliqué, parce que comme je dis souvent, quand on achète une voiture personnelle,
on n'est jamais bien raisonnable avec la raison de la tête. Hein. On achète un truc qui fait 1,5 tonne, 90% du temps on est tout seul dedans. On fait un parking à la maison, parking en ville, parking au boulot, on faire des routes pour les faire passer. 90% du temps, ces routes sont vides, mais 5% du temps, elles sont saturées. Donc il y a toujours un peu un problème de raison dans l'achat. Ça a été aussi un symbole de liberté. Je ne suis pas contre la voiture, parce que ça a été super, ça a mis de la liberté. Mais il y a aussi un peu de contraintes qu'il faut mettre dedans et un peu amener de la raison dans l'outil qui est la voiture. Je parle plutôt des usages qui sont vraiment bien identifiés pour l'hydrogène ou ses dérivés. Les camions, en fait, l'hydrogène, dans la mobilité, ça a du sens pour deux raisons. Quand on va embarquer beaucoup d'énergie, on n'a pas tous besoin d'avoir beaucoup d'énergie. Moi, j'ai une voiture diesel et quand je fais 40 bonnes par jour, je fais un plein tous les 2 mois. Je pourrais faire un plein tous les mois, ça ne me change pas la vie. On n'a pas tous besoin d'embarquer beaucoup d'énergie. Et quand on doit remplir rapidement, tout le monde n'a pas besoin de remplir rapidement. C'est les deux éléments qui font que l'hydrogène a du sens. Et on voit par exemple les chariots élévateurs de Walmart, de Coca-Cola, sont passés à l'hydrogène. Pourquoi? Parce que les chariots ils tournent 24/24. Et ils doivent faire un plein au changement de shift, là, comment on appelle ça, de tour de travail, enfin, quand les 3 tours de travail. Et donc, ils ne peuvent pas l'arrêter plus de quelques minutes. L'hydrogène, combien faut rien 200 000 chariots élévateurs à hydrogène qui marchent aux États-Unis. Il y a tous ces usages-là. Quand on veut faire un camion, si on veut mettre autant d'énergie pour faire 1000 km, finalement, dans la semi-remorque, on va transporter des batteries. Et on pourra transporter que très peu de produits. Donc, il faut passer à l'hydrogène. Les trains, c'est un super exemple. Les trains, ce n'est pas électrifié. Là où c'est électrifié, c'est top. Il y a plein de lignes non électrifiées. Je prends juste un exemple. La Sardaigne, 0 électrification. La Sicile, pareil. Donc tout ça, ça peut s'électrifier grâce à l'hydrogène. Les bateaux, les gros bateaux, c'est plutôt aujourd'hui l'ammoniac qui est fait à partir d'hydrogène décarboné qui permet de faire marcher ces bateaux, ou le méthanol de synthèse fait aussi à partir d'hydrogène décarboné. Et l'avion, on en a parlé, je voulais parler avant l'avion à hydrogène sur lequel il y a beaucoup de travail. Il y a le SAF, le synthétique ammoniac, qui est fait à partir d'hydrogène. Distribué, je vous ai dit tout à l'heure. J'en ai pas raté un, hein. Non, je suis après. Ok. Distribuer de l'énergie. Là, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé en Australie avec le Japon, qui s'appelle ISTRA, avec Keiichi, Kawasaki Industries, Shell, Iwatani, qui est le numéro 1 de l'hydrogène japonais. Et le Japon est le bon exemple. En fait, ça a toujours été le pays un peu en avant par rapport à la stratégie de l'hydrogène. Je ne dirais pas qu'ils sont toutes les technos, et ils drivent un peu ce qui se passe dans le monde. Ce sont eux qui ont développé. Moi, j'étais au Japon en 2002, la première fois, avec Toyota pour parler de la Toyota Mirage. Donc, c'était il y a 20 ans, hein, maintenant. Et on travaillait avec Toyota, comment faire. Et là, l'exemple, c'est une similitude très forte avec le GNL. Il y a 70 ans, quand des ingénieurs ont dit on va prendre du gaz du Qatar, par exemple, je vais le liquéfier à moins 160 degrés. T'es fou, moins 160, c'est froid. Et puis je vais le mettre dans un bateau, puis bien sûr, ça va bouillir un peu dans le bateau parce qu'il va y avoir du boil-off, et je vais l'envoyer au Japon. Ah, t'es complètement malade, laisse tomber, ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, le GNL, heureusement qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prix du gaz au Qatar, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'au Japon, ils ont besoin d'énergie et ils n'ont pas de ressources. Surtout après Fukushima, où ils ont dû arrêter leur nucléaire, donc ils se sont retrouvés un peu à sec de ressources énergétiques, et donc ils disent qu'il faut importer. Et donc le GNL, c'est né comme ça, c'est né de, on a de l'énergie dans un point A, et on en a besoin dans un point B. Et c'est malheureusement ce qui se passe. On a du gaz à certains endroits, on a du pétrole à d'autres endroits, et il faut le transporter. Aujourd'hui, ce qu'on transporte à travers le monde, c'est de la molécule, et pas de l'électron. L'électron ne se transporte pas, encore une fois, c'est très très difficile à transporter. Et donc, on a voulu répéter cette idée du GNL. Bien sûr, c'est un peu plus froid, l'hydrogène c'est moins 253, donc c'est un petit peu, encore quelques degrés en bas, ça bout plus facilement, donc c'est très compliqué, mais c'est le premier prototype, et ça fonctionne, ça transporte de l'hydrogène en démo, entre l'Australie et le Japon. Donc c'est pour donner un exemple de ce que peut être le futur GNL, souvent il y en a qui l'appellent l'hydrogène, le futur GNL, complètement décarboné. Ensuite, il y a le transport à l'échelle continentale. J'ai pris 2 exemples chiffrés, c'est des vrais chiffres, avec 500 millions d'euros de CAPEX, d'investissement, vous voyez en haut. Il y a eu deux projets qui ont été faits, un qui s'appelle BritNet, entre les Pays-Bas et l'Angleterre. C'est 1 gigawatt de puissance et 8 TWh d'énergie transportée chaque année. Et à côté, il y a un autre qui s'appelle BBL. Vous pouvez contrôler, ça existe.
c'est 15 gigawatts de capacité de puissance, 15 fois plus, et 120 TWh de volume transporté. Donc quand on dit qu'est-ce qui coûte moins cher à transporter, l'électron ou le gaz? La réponse, elle est, comme on dit en anglais, obvious, 15 fois moins cher. Quand on veut transporter de l'énergie en grande quantité, c'est 15 fois moins cher en gaz. Et c'est de là qu'est né ce qui s'appelle le European Hydrogen Backbone, de faire des backbones, enfin des réseaux européens de transport d'hydrogène. Bon, c'est juste la même slide. Donc ça, c'est je suis toujours avec... j'ai pas le retour. Ça, c'est un truc hyper important. Le transport d'énergie, c'est de la chimie, en grande quantité. C'est pas l'électron, ça marche pas. Okay. Deuxièmement, c'est le stockage. Et c'est là où je parle souvent, j'aime bien parler de où et quand. C'est ça qui compte. C'est où et quand j'utilise l'énergie. Aujourd'hui, on a la chance d'appuyer sur le bouton, il y a l'électricité qui est là, on ne s'en rend même pas compte. Il y a plein d'endroits pour ça, ça veut dire qu'il y a un réseau derrière, il y a du transport, il y a du stockage, il y a de la prod, et donc il faut équilibrer tout ça. Et donc le où et quand, vous allez voir, c'est hyper important. J'ai pris des chiffres, 2018, bon ça a changé bien sûr, mais en gros, 25 000 TWh d'électricité produits dans le monde. Toutes les batteries stationnaires qui stockent de l'énergie dans le monde, c'est à peu près 10 gigawattheures. Ce qui permet de stocker. Ça donne 15 secondes. C'est-à-dire que toutes les batteries du monde donnent 15 secondes d'électricité. Sachant que l'électricité dans un système énergétique, c'est une vingtaine de pourcents. Donc c'est quelques secondes de nos besoins énergétiques. 3, 4, 5 secondes. Donc c'est ça. Tu vois, c'est pas grave. On multiplie par 100, on multiplie par 1000, on multiplie par 10 000. Quel est le problème? Imaginez multiplier par 10 000 les batteries du monde. Quand on commence à réfléchir, tous les matériaux qu'il faut derrière, le recyclage, c'est fou. Et juste par comparaison, en France, dans le stockage de gaz, on stocke 150 TWh d'énergie. 150 TWh en France, comparé aux 11 gigawattheures dans le monde. Ça fait un peu beaucoup plus. Donc encore une fois, première slide, transporter l'énergie, c'est la chimie. Stocker l'énergie, c'est la chimie. C'est incontournable, au moins pendant quelques siècles. Après, je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais pendant quelques siècles devant nous, il faudra de la chimie. Et juste un petit exemple pour illustrer aussi ce problème de stockage d'énergie. Vous avez tous eu une petite pile comme ça dans les mains. Et là, au lieu d'avoir cette pile, comme par exemple, j'en ai une là-dedans, donc je suis autonome, j'aurais pu avoir un fil et me connecter au réseau et payer mon électricité, 200 € du mégawattheure, assez facilement. Non, je préfère, c'est plus cool, enfin c'est plus sympa, plus facile. On utilise plusieurs milliards par an en France de ces petites piles. Et si vous faites le calcul, petit interro, vous dites combien coûte mon mégawattheure là-dedans? Cette petite pile, parce que c'est toujours on arrive à des chiffres qui font peur. Moi j'ai fait 3 fois le calcul, je me dis waouh, il y a 2-3 zéros en trop là quand même. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros du mégawattheure. Quand on sait qu'à une usine, on est à 40, enfin une centrale, on est à 40, 45. À la maison, on est autour des 180, 200. Déjà, là aussi, on se pose la question. On fabrique dans une centrale de 40, je paye 180 à la maison, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux, quoi? 140 €, alors un peu de taxes, etc., bien sûr. Et c'est surtout le transport et la distribution et le stockage. Et surtout, en France, où il n'y a pas trop de problèmes de stockage et de distribution, le réseau est très bien, les centrales sont flat, enfin, je veux dire, on a très peu de renouvelables, quasiment rien, qui vient perturber le réseau. Donc imaginons, c'est là où je dis, dans le futur, il va y avoir un écart encore plus fort entre le prix de production du mégawattheure, qui va être marginal et où il n'y aura plus rien à faire, ça va être très bas, ça ne coûtera rien du tout, comme le téléphone. Et par contre, le où et quand j'utilise, c'est ça qui est important. Et la seule technologie qui permet de transporter l'hydrogène, l'énergie, dans l'espace et dans le temps, c'est l'hydrogène. C'est la seule, en grande quantité, c'est la seule technologie qui permet aujourd'hui. De se dire, je vais ramener cette énergie qui ne coûte pas cher à un endroit, à un autre endroit, il faut passer par l'hydrogène, et je veux la déplacer dans le temps. Ce que je produis à midi, je vais l'utiliser le soir ou pendant l'hiver, quand il n'y a pas d'énergie, ou dans d'autres endroits pendant l'été. Donc c'est la seule technologie. Les usages, bon, je vais aller vite parce que sinon je vais prendre trop de temps. C'était l'exemple du style de l'acier, où ça revient à une discussion que j'avais eue dans les années 2015-2016 avec les gens qui lançaient cette petite voiture que vous connaissez tous, c'est l'ID3. Et dit, nous, on est embêtés parce que
quand même, quand on produit une voiture, pour amortir les émissions de CO2 dues à la production, il faut que la voiture fasse 200 000 km, enfin ça dépend de l'électricité en plus, 200, 300 000 km, donc avant d'arriver au break-even pour compenser le CO2 émis par rapport à la production. Donc c'est un peu embêtant, parce que facialement c'est green, mais on oublie tout ce qui a été fait avant. Et il y a deux éléments qui sont importants, c'est d'abord les batteries, 40% des émissions de CO2 de la voiture viennent de la batterie, et c'est pour ça que, par exemple, ces mêmes acteurs investissent massivement dans une usine qui s'appelle Northvolt pour faire des batteries en émettant en moins de CO2, et potentiellement dans une en France pas loin qui s'appelle Vercor, que je connais très bien, qui veut mettre des batteries sans CO2. Et le deuxième, après, derrière, c'était l'acier. Il y a 20% des émissions de CO2 qui viennent de l'acier utilisé pour faire la voiture. Et puis on s'est mis à faire quelques calculs en disant ouais, pourquoi on ne fait pas de l'acier sans CO2 avec de l'hydrogène de 14-15 hein. T'es fou, Adamo, ça n'a pas de sens, ça coûte trop cher. Mais combien ça coûte cher? On fait les calculs. Ouais, ça coûte à peu près 20-25% plus cher que l'acier normal. Les mecs ont dit stop là, nous on fait de l'acier, on a du mal à faire zéro, en marge, on crève, tous les fabricants d'acier, les Mittal, les Salzgitter, SSIB, etc. Nous on n'y arrive pas. Et pourtant, ils se sont allés. Il y a des gros projets qui sont en train de se mettre en place, H2 Steel, Salzgitter, etc. Pourquoi? Parce que Volkswagen a dit bon ok, ça coûte 20% plus cher. Dans une voiture, il y a combien de tonnes d'acier? Une tonne en gros, à la louche pour faire des calculs simples. Le prix de marché de l'acier, c'est $400 la tonne. 20% de plus, ça fait $80, $100. Dis bon, $100 par voiture, on peut trouver un moyen de le vendre, parce que quand on achète une voiture à 35 000 €, et si j'arrive à avoir un élément qui est décarboné, ben ça peut se vendre commercialement et de façon marketing. Et plein d'acteurs sont en train de le faire maintenant. Ils en veulent décarboner et de toute façon, ils vont être obligés. Quand vous achetez une voiture à 35 000 € en disant ouais, mais celle-là, l'acier est fait sans CO2, ça coûte 100 € de plus. À 100 €, vous ne payez même pas l'option rétro-rabattable aujourd'hui. Hein, donc, c'est vendable. Et c'est en train de venir dans l'esprit de pas mal d'acteurs qui vont jusqu'au client final. Donc voilà la stratégie. Et ça a donné beaucoup de projets qui se développent dans l'acier décarboné. Les pipes, j'en ai parlé beaucoup, les tuyauteries, c'est quelque chose qui se met en place. Il y a European Hydrogen Backbone, mais il y a aussi l'Angleterre, une petite ville comme Leeds, 4 millions d'habitants, qui est en train de transformer tout son réseau de pipes à l'hydrogène. Il y a la Corée qui développe tout un réseau d'hydrogène. On peut faire tourner des turbines à gaz à l'hydrogène. Il y a Baker Hughes qui en est un, mais il y en a d'autres. Il y a GE, il y en a plein qui font. Et puis là, il y a une petite spec de ce qui s'appelle le gaz de ville, que certains ont peut-être connu, mais le gaz de ville, c'était beaucoup d'hydrogène en fait à l'époque. Et donc dans les tuyaux de Paris, il y avait beaucoup d'hydrogène. On l'a remplacé par un gaz qui a été super bien trouvé au niveau du marketing, le gaz naturel. Si c'est naturel, c'est super. Donc on a inventé le gaz naturel et on a remplacé. Bon, c'est juste parce que c'était moins cher, un peu moins compliqué à gérer, mais on a remplacé par le gaz naturel, le gaz de ville qui contenait beaucoup d'hydrogène. Il y a une petite ville que vous avez certainement reconnue au début, parce qu'il y a le petit logo aussi à gauche, qui s'appelle Hong Kong. Et eux, ils n'ont pas fait le switch du gaz de ville au gaz naturel. Bon, et ben, ils sont encore au gaz de ville, et il y a encore dans les pipes de tout le réseau de ville 50% d'hydrogène dans le réseau. Alors, c'est pour ceux qui auront le mythe de dire « Ah, mais l'hydrogène, ça craint, c'est une petite molécule, on ne peut pas le mettre dans les pipes, ça pète, etc. » C'est fait, ça se fait partout. Et très vite. Et puis, après, j'ai pris un autre exemple de la chimie. On pourrait en prendre plein, j'ai plein d'exemples, méthanol, etc. Mais j'en ai pris un qui me tenait à cœur parce que c'est ammoniac. C'est le même discours hein, que le style. En fait, on a fait le même calcul dans les années 2015. Ah, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour faire de l'ammoniac zéro CO2 qui sert à faire de l'engrais pour les baguettes, etc. On a fait 2-3 calculs. On s'est dit, en 2015, on disait, si jamais, non mais ça n'arrivera jamais, hein, si jamais le gaz coûte 50 ou 60 $ du mégawattheure, mais ça, c'est 20 $ aujourd'hui, ça n'arrivera jamais. Hein. Regardez aujourd'hui à combien il est, je crois qu'il est à 80 ou 90. Mais si jamais ça arrive à 50, ça peut être compétitif. Et puis si jamais la taxe CO2 dépasse les 80, on est plutôt aujourd'hui, tout le monde calcule entre 100 et 150 € la tonne. Mais si jamais ça dépasse 80, on est bon. On est bon. Et ça a commencé comme ça. Et on a fait le calcul, on dit quel est l'impact sur un produit final comme pour la voiture? Sur une baguette,
en disant on mettrait un bel autocollant sur la boulangerie en disant ici on n'utilise pas de gaz et de pétrole pour faire votre pain, quoi. Ça serait pas vendeur, ça? Bon, et c'est pas directement, mais c'est fait à partir. L'impact sur un produit final comme la baguette, c'est 1 centime. Donc si vraiment, je pense que quand on achète une baguette et qu'on dit oh, on a décarboné sur toute sur la majeure partie de la chaîne, avoir 1 centime, je pense que ça peut être vendable. Je vais passer vite sur tous les grands programmes internationaux. D'ailleurs, il n'est pas à jour. Maintenant, on est à plus de 35 pays. Il y a plus de 70 milliards d'aides. L'Europe en avance, etc. Je vais passer vite parce que Nico a beaucoup d'infos là-dessus. Mais c'est parti. C'est parti depuis juin 2020. L'Allemagne a montré la route un peu en Europe, comme souvent, malheureusement. Puis derrière, tout le monde s'est mis dans le rail. La France, l'Espagne, l'Italie, etc. Et bon, ils ont vraiment une vision. Et puis, ils ont créé un index. Ça aussi, c'est un signe. Peut-être peu de monde l'a vu, mais un truc important. Quand on commence à créer un index à la bourse, comme on l'a fait pour le pétrole et le gaz, ça veut dire qu'on veut que ça vienne gros. Parce qu'aujourd'hui, 100 millions de tonnes d'hydrogène dans le monde, c'est rien du tout. C'est quelques 150 milliards d'euros partagés entre quelques sociétés. Ils ont créé un index, ils ont créé une bourse, ils ont créé une banque de l'hydrogène. Donc, ils sont en train de mettre en place les moyens de rendre ça une commodité, que ça devienne liquide sur le marché. Donc, ça a été créé. Mais il y en a encore un petit qui nous a surpris, enfin surpris, ceux qui le savaient, on n'a pas été surpris. Les Américains, juillet, très vite, ils ont mis en place une législation qui s'appelle IRA, enfin, qu'on appelle IRA Inflation Reduction Act. Ils sont allés tranquillement avec 400 milliards d'aides sur la globalité. Donc eux, ils disent, bon, on y va, mais on y va sérieusement. Et donc ils mettent 400 milliards d'aides de support, pas tout sur l'hydrogène, mais quand même sur tout ce qui est décarboné. Et donc ça montre la volonté. Donc aujourd'hui, tout le monde y va. L'Inde a sorti sa feuille de route il y a quelques semaines. Enfin, tous les pays y vont. Et la Chine n'a pas besoin de sortir sa feuille de route, ils le font. Donc ils n'ont pas besoin de communiquer, eux, ils font. Donc je voulais dire ça, et puis je termine par un petit schéma. Que depuis, bon, c'est bien, il y a eu beaucoup d'avancées. Et dernièrement, moi, je vois beaucoup de publications, de rapports, de conférences. Bien sûr, c'est bien aussi parce qu'il faut communiquer, il faut expliquer. Et il manque une petite ouverture de robinet, je pense, pour accélérer, pour faire en sorte que l'hydrogène devienne une réalité. Voilà. Merci beaucoup. Ça va être intéressant d'échanger avec vous si vous avez des questions. Plan Réunion. Merci camarades. Bonsoir à toutes et tous. Vous allez bien? Juste un petit disclaimer, deux petits points très rapides. Une petite pensée pour Jean-François Fiorina, si vous voulez bien, parce que je l'ai bien connu et parce qu'en fait en 2020, on s'était dit qu'au Festival de géopolitique, on ferait une conférence sur l'hydrogène. Le festival n'a pas eu lieu pour des raisons évidentes et finalement on l'a jamais faite. Et puis ensuite vous savez ce qui s'est passé. Et un deuxième point, merci Colline d'avoir du coup organisé toute l'équipe de Jamais en débat, Pierre et tout le monde cette conférence. On s'est rencontrés grâce à Air Liquide sur le plateau de Génération Hydrogène au mois de septembre dernier. Je faisais partie des étudiantes du coup qui avaient fait un concours pour être là, etc. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on est là ce soir avec Adamo pour vous parler d'hydrogène. Mon cours à Sciences Po il fait 24 heures, donc en 15 minutes, je vais essayer de synthétiser. Si je survole trop, etc., me flinguez pas. Juste, on en reparle dans les questions après. Okay. Alors, du coup, le sujet de l'hydrogène, c'est simple. C'est-à-dire qu'au départ, personne n'y croyait. Puis, dans les années 2010, quand les gens se sont mis à y recroire pour la 5e fois, parce que ce qu'on vit en ce moment, c'est la 5e vague de hype de l'hydrogène dans l'histoire. Pour vous donner un ordre d'idée, les premiers à avoir commencé à parler d'une hydrogen economy, la première publication avec ces termes-là, c'était 1923. Donc ça fait 100 ans qu'on parle de hydrogen economy et qu'elle n'apparaît toujours pas, ou plutôt qu'elle va apparaître, mais sans doute au même moment qu'on aura des missions habitées de longue durée sur la Lune, donc dans 30-40 ans, selon toute vraisemblance, peut-être un petit peu avant. Ça dépendra comment l'ami Elon lâchera son Twitter et accélérera sur le reste. C'est pour ça que je vous partage ça. On est à peu près sur les mêmes ordres de temps, les mêmes ordres de grandeur temporelle sur le développement de la filière. Mais indépendamment du coup de cette question de réalité à un instant T, c'est-à-dire cette projection de se dire ça ne va pas arriver avant une trentaine d'années, de fait, prenons un petit pas de côté ou un pas de recul pour se demander en fait quel est le problème auquel l'hydrogène peut répondre. En totalité, certainement pas. Partiellement, certainement. Pour vous donner un ordre d'idée, la littérature en général fait effectivement une méta-analyse
des publications dans les revues à comité de lecture sorties sur l'hydrogène depuis une dizaine d'années, on observe grosso modo deux choses, que si vraiment on allait à fond sur l'hydrogène et qu'on faisait une hydrogen economy vraiment à fond, on pourrait décarboner quelque chose comme à peu près 55%, 50 à 55% des émissions de CO2 sur la planète, actuellement, avec notre état de connaissance et de comment on se projette sur cette utilisation de l'hydrogène. Si on faisait tout bien et que tout était accepté partout, évidemment, c'est le scénario qui n'arrivera pas. Et voilà. Donc ça, c'est le maximum. Fourchette haute, 50-55% de décarbonation du CO2. Et l'autre sujet, c'est dans effectivement quelle temporalité et dans quel budget carbone on va développer tout ça. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier du budget carbone qui nous reste pour rester sous les 1,5 degré de réchauffement et puis sous les 2 degrés de réchauffement. Est-ce que quelqu'un sait combien de budget carbone il nous reste pour les 2 degrés, pour rester en dessous des 2 degrés? Vous avez un ordre d'idée, là, à début janvier 2023? Ok, c'est simple. On était en janvier 2020 à 1150 gigatonnes. C'est un élément qui a été publié dans un rapport du GIEC en 2021, le rapport du groupe 1 du dernier AR6 qui pose les bases du problème climatique. Bref, donc on était à 1150 gigatonnes pour rester sous les 2 degrés et on était à 400 gigatonnes pour rester sous les 1,5 degré de réchauffement. De fait, comme on émet environ entre 40 et 41 gigatonnes aujourd'hui de CO2 équivalent, donc tous les gaz à effet de serre ramenés au CO2, de fait, vous voyez, faites une petite règle de 3 et ça vous laisse les 1,5 degré, on devrait overshoot, on devrait les dépasser dans à peu près 7 ans maintenant. Et le budget de 2 degrés, sans même parler du fait qu'a priori les émissions vont continuer à accélérer un petit peu pendant au moins quelques années, si on restait à 41 gigatonnes, ça nous laisserait 27 ans pour ne pas dépasser, ou plutôt 27 ans de budget carbone actuel pour les 2 degrés. Donc ça, c'est le point de départ. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tout cela est problématique et tout le bazar? C'est évidemment la question énergétique. Et de fait, ce que vous voyez là, c'est un graphe, je pense que certains l'ont déjà vu, notamment sur des conférences YouTube, je sais pas, de Janko, du Réveilleur ou d'autres. Fondamentalement, on le voit souvent, là vous avez ici toutes les sources d'énergie primaire additionnées sur le marché mondial depuis le début de l'ère industrielle. Donc de fait, vous voyez deux choses, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais les deux choses que je propose de retenir ce soir, c'est que de fait, le pétrole, le gaz, le charbon, les fossiles en général, ça représente encore 83% de la demande énergétique mondiale. On était en 2000 à 86%, donc avec tous les investissements, etc., on n'a gagné que 3 points de pénétration du non-fossile dans l'énergie, dans le monde en 20 ans. C'est malgré tous les investissements. Et le deuxième sujet, c'est le fait que dans l'histoire, comme vous le voyez, à chaque fois qu'une nouvelle énergie primaire est apparue sur le marché, de fait, elle n'a pas remplacé les énergies précédentes. Tout ce qu'elle a pu faire à minima, c'est décélérer l'accélération de la pénétration de cette énergie dominante auparavant. Le gaz n'a pas remplacé le pétrole n'a pas remplacé le charbon, etc. On n'a fait que des stacks. Notre sujet à nous aujourd'hui, c'est que de fait, qui dit budget carbone dit faut s'en débarrasser. Donc, ce qu'on nous demande, nous, notre génération, tous collectivement, de ceux qui ont 60 ans aujourd'hui jusqu'à ceux qui en ont 20 comme vous et qui allaient tous être impliqués dans les 20 ou 30 prochaines années dans ce combat-là pour rester sous les 2 degrés, c'est tout simplement qu'il va falloir trouver une énergie ou un panier d'énergie plus des vecteurs d'énergie pour pouvoir remplacer une bonne partie de ces 3 bazars-là. Donc, faire quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire humaine. Industrielle, juste. C'est ça qu'on dit. Et évidemment, en 27 ans. Alors, du coup, voilà, moi en 2050, j'aurai 62 ans, je serai à l'âge de la retraite. Merci d'avoir expliqué ma blague. Hein, voilà, je serai à l'âge de la retraite, je retiens. Non, mais les cheminots font gagner les gains de cause. Bref. Ils m'ont pas supprimé mon TER pour venir aujourd'hui à Grenoble pour rien, non? Espérons. Du coup, j'ai pris une bagnole pour venir, il y a quelque chose. Évidemment. Bref. Du coup, ce que vous voyez sur ce graphe-là, pour le coup, c'est un sondage qui a été fait en fin 2021. Donc, on peut qualifier que c'est la fin de la crise Covid, sur les grands décideurs du milieu de l'énergie, et pas que, comme vous le voyez ici. C'est un sondage qui est fait par DNVGL, qui est un cabinet de conseil d'accompagnement, on va faire simple, norvégien sur les questions énergétiques et d'infrastructure. Et donc, ce qu'ils veulent savoir, en le faisant périodiquement, c'est est-ce qu'il y a une évolution positive de l'hydrogène dans l'engagement des décideurs économiques
Est-ce que les décideurs économiques veulent faire de l'hydrogène? Est-ce qu'ils s'y engagent? Est-ce que véritablement il y a quelque chose ou est-ce que c'est une chimère? Ce que vous voyez ici, c'est que, alors, en vert, la petite colonne tout à droite, en vert, le secteur des renouvelables, vous voyez que dans le secteur des renouvelables, 61% des répondants disent que leur entreprise ou leur organisation sont en train de rentrer activement dans ce marché de l'hydrogène. Donc cette connexion renouvelable hydrogène, our best friends forever, copyright monsieur, c'est devenu un truc mondial, ils ont fait un mouvement, BFF forever, hydrogène renouvelable, c'est à cause de lui. C'est pour ça qu'on l'a invité. De fait, vous voyez ici qu'il y a une vraie corrélation, en tout cas il y a une correspondance plutôt. Sur les autres secteurs, on n'est pas encore sur de la pénétration majoritaire, ce n'est pas la majorité des répondants qui disent mon organisation rentre dans ce marché de l'hydrogène activement, mais on est effectivement pas loin et on voit que c'est vraiment transsectoriel, en tout cas sur les énergies. Donc de fait, les investisseurs, les porteurs de projets, les ingénieurs, il y a une vraie mobilisation aujourd'hui pour au moins comprendre où on va avec l'hydrogène. Parce que de fait, quand on dit l'hydrogène, on a l'impression qu'on parle d'un truc un petit peu protéiforme, etc. Et c'est vrai. C'est-à-dire que de fait, moi, je refuse, et je dis à mes étudiants surtout, vous ne parlez pas dans ce cours d'hydrogène des couleurs d'hydrogène. Vous n'en parlez pas, je ne veux pas entendre parler de couleurs d'hydrogène, parce qu'effectivement, comme c'était dit dans le slide d'Adamo tout à l'heure, merci de l'avoir dit, c'est rare, d'un pays à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre, d'une université même à l'autre, on va utiliser des couleurs qui peuvent être différentes, ou on va mettre derrière ces couleurs des choses très différentes. Et puis maintenant, on a des trucs complètement tendax en mode. Alors moi, je fais de l'hydrogène orange. Moi, je fais de l'hydrogène orange clair. J'ai des trucs comme ça, sans déconner. C'est assez problématique, si vous voulez, pour qu'on parle d'une seule voix de ce que c'est. Ce que je vous propose ici, c'est de parler, pour ce qui est de la production d'hydrogène, en bilan carbone de la chaîne de valeur de production d'hydrogène. On y reviendra dans les questions. Et c'est de parler en TRL pour ce qui est des technologies, donc c'est-à-dire tout simplement en Technology Readiness Level, donc le niveau de maturité des différentes technologies de l'hydrogène, des différentes briques de l'hydrogène. Comme vous le voyez ici, tout n'est pas effectivement au niveau TRL 8, 9, 10 et plus, qui est donc le niveau de maturité d'une technologie suffisant pour envisager un début de commercialisation. Je ne vous l'apprends pas. En tout cas, on n'en est pas effectivement à quelque chose d'homogène du tout, comme vous le voyez ici. Mais les gens prennent position. Et ils prennent position parce que face aux défis climatiques, le rapport du groupe 3 du GIEC, toujours sur l'AR6, qui lui est sorti en avril 2022, était très clair. On n'arrivera pas à délivrer, ou à livrer plutôt en français, une neutralité carbone à l'échelle mondiale sans hydrogène. C'est juste pas possible. Que ce soit une pénétration de l'hydrogène à 4%, à 7%, ou, comme le dit McKinsey ou d'autres, à 25 ou 26%, peu importe. En tout cas, on aura besoin au moins des 4-5% de minimum de pénétration de l'hydrogène pour arriver à net zéro. Pour le coup, comme dirait l'ami Janko, c'est de la physique. Là, c'est du coup dans l'autre sens. Vous comprenez? Et du coup, ce rapport-là, je vous le recommande. C'est un rapport qui est sorti en janvier 2022, rapport de l'Institut de l'Agence internationale des énergies renouvelables, l'IRENA, basé à Abu Dhabi. Oui, on y reviendra peut-être dans les questions. Et donc, le rapport a été fait. Ils ont sollicité la plupart de mes collègues dans le monde qui travaillent sur la géopolitique de l'hydrogène. Moi, j'ai commencé en 2012 la géopolitique de l'hydrogène en commençant depuis les pôles, depuis l'Arctique. Géopolitique de l'hydrogène en Arctique en 2012, on n'était pas beaucoup. On n'est toujours pas beaucoup. Et ce qui est sûr, c'est qu'au niveau mondial, aujourd'hui, on est à peu près une trentaine, quarantaine à vraiment travailler à temps plein sur cette géopolitique de l'hydrogène et faire que ça. Et on est à peu près d'accord sur le fait que qui dit hydrogène dit vraie disruption géopolitique majeure sur le secteur de l'énergie, premièrement, et dit besoins absolument colossaux, comme vous voyez là, mais ce n'est pas parce que les besoins sont colossaux qu'on ne les livrera pas. Donc là, ce que ce scénario vous donne, c'est le scénario, dans cette étude, avec le plus de pénétration d'hydrogène dans la demande énergétique mondiale, 12%. Et pour faire ces 12%, pour arriver à l'objectif à rester sous les 1,5 degré, donc c'est vraiment un scénario très ambitieux, évidemment, on n'est pas sur les 2 degrés, on est sur le 1,5 ici, vous voyez, il faut 5000 gigawatts d'électrolyse, donc c'est-à-dire 5000 gigawatts de petites machines capables de prendre de l'eau d'un côté, de prendre un courant électrique et de faire passer ce courant électrique dans l'eau pour casser la molécule d'eau et faire que le H2 parte d'un côté et le O parte de l'autre côté. Donc 5000 gigawatts d'électrolyse, comme vous le voyez,
à la fin 2021, on était à 0,3 gigawatts, mais comme vous l'a dit Adamo, on va y aller allègrement et on peut revenir dessus dans les questions. Ceci dit, il y a un vrai sujet qui est l'électricité qu'on a en amont. 21 000 TWh d'électricité, c'est absolument massif. Regardez sur le slide précédent, ici, la quantité d'énergie qu'on demande au niveau mondial aujourd'hui, on est sur 180 000 TWh. Donc, avoir 21 000 TWh d'électricité par an dédiée uniquement à l'électrolyse pour les besoins hydrogène qui représenteraient 12% de la demande mondiale, c'est en soi énorme. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. C'est juste énorme. Et du coup, c'est là qu'on va entrer dans le vif du sujet géopolitique. J'ai encore quelques minutes. L'idée, c'est que avec du vent, on peut faire de l'hydrogène parce qu'on fait des énergies renouvelables, donc un électrolyseur, donc de l'hydrogène. Enfin, très bien. Du coup, il y a du vent partout. Dans le monde, il y a du vent partout. D'accord. Après, on n'a pas forcément partout 12 mètres secondes de vent, comme on peut l'avoir dans le Canada continental arctique ou en Sibérie centrale, très clairement. Ou 10 mètres secondes, comme on peut l'avoir au large du Groenland, par exemple, ou 11 mètres secondes, comme on peut l'avoir ici, au large de la région de Magallanes, au sud du Chili. Donc, de fait, on peut faire du vent partout, on peut faire donc de l'hydrogène partout, mais pas au même prix. Et c'est pour ça que le Maroc se dit, moi, je peux faire à l'horizon 2030 un hydrogène à 2 $ le kilo, là où nous, en France, aujourd'hui, quand on produit de l'hydrogène à Auxerre, par exemple, pour alimenter un écosystème, on le produit plutôt aux alentours de 13 $ le kilo. Donc en France, même avec du nucléaire, on ne tombera pas en dessous de 6 € le kilo, a priori. Ensuite, il y a ceux qui disent, il y a le vent, mais il y a aussi le soleil. C'est vrai, là aussi c'est pareil, il y a du soleil partout dans le monde, d'accord. Bon, sauf 6 mois en Antarctique et en Arctique, mais ça c'est un autre problème. Et du coup, avec ce soleil, on peut faire du H2 partout pour la même raison. Vous pouvez même imaginer en plus faire du photovoltaïque là où il n'y a pas vraiment de soleil avec de l'ensoleillement et du thermique très fort. Bref, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer aussi de la géothermie. Il y a de la géothermie dans plein d'endroits, que ce soit au Kenya, en Islande, dans le Kamchatka ou même à Orléans. Il y a de la géothermie possible partout. Bref, on peut se dire qu'en théorie, on va faire partout. Mais voilà ce que ça donne. Alors du coup, ça c'est la dernière slide actualisée. Moi je suis le champion des stratégies hydrogène dans le monde. J'emmerde tout le monde à chaque conférence en mode non, il y a le pays qui a publié la dernière conférence avec la dernière stratégie. Vous avez pas vu la semaine dernière? Donc en l'occurrence, le dernier pays à avoir publié sa stratégie, c'était il y a 15 jours, c'était la Turquie, qui nous dit je vais faire de l'hydrogène à 2,50 € le kilo en 2035. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je peux faire du vent, je peux faire du soleil, je peux faire tout. C'était le dernier en date. Donc, ce que vous voyez sur cette carte-là, c'était les stratégies dans le monde en 2019, avant le Covid. Stratégie hydrogène dans le monde, les pays en vert sont ceux qui avaient déjà une stratégie. Même une proto-stratégie, même un truc un peu brinque-ballant, comme en France, on avait juste le plan hydrogène. Le plan Hulot, c'est 100 millions d'euros. Ah ouf. Sur ces 100 millions d'euros, il y en a 24 qui ont été livrés. Sur ces 24, il y en a 20 qui ont été pris par une seule boîte dans la région Bourgogne-Franche-Comté. On ne la citera pas aujourd'hui, mais on les salue s'ils nous regardent. Et de fait, c'est bon, c'est un premier plan, quoi. La stratégie française nationale hydrogène bas carbone de septembre 2020, c'est 7,2 milliards dans le cas du plan de relance. Puis, dans le cadre de France 2030, a été ajouté 1,9 milliard. Puis ensuite, là, on va avoir une nouvelle stratégie hydrogène française en juin, en tout cas le président de la République l'a annoncé, en juin 2023, et les groupes de travail sont actuellement à fond. Ça, c'était l'état du monde hydrogène en 2019. Comme vous voyez, il y a moins de 10 pays en fait, qui avaient une stratégie en vert à ce moment-là, et en bleu, quelques pays qui réfléchissaient à une stratégie. Au 31 janvier 2023, voilà le monde. Donc là, le monde est juste verdi, hein, très clairement, et c'est pas que des effets de cartographie Mercator, voilà, vous comprenez l'idée. Et il y a de plus en plus de pays en bleu qui réfléchissent à des stratégies. En tout, il y en a 94. Le dernier pays dont j'ai appris la réflexion sur la stratégie hydrogène étant le Bhoutan, qui est accompagné par les Canadiens sur donc, le développement d'une stratégie hydrogène, puisque le Bhoutan se dit que sans hydrogène, ils ne pourront pas rester autonomes énergétiquement par rapport à la Chine et par rapport à l'Inde, les deux gros ogres qui sont évidemment leurs pays limitrophes. On touche à la géopolitique.
Pourquoi on va faire de l'hydrogène massivement? Parce que tous les pays pétroliers y vont, tous, sans aucune exception. Aucune. Et vous le verrez à la COP28 à Dubaï cette année. Et vous le verrez à la COP29 l'année prochaine, si c'est les Australiens qui l'organisent comme ils sont candidats. Vous allez voir que l'Australie va mettre le paquet sur l'hydrogène. Et si vous le verrez aussi à la COP30, si le Brésil l'obtient en 2025, parce que là aussi il y a tout un sujet, hydrogène, décarbonation, offshore ultra profond, bref, il y a plein de sujets. Tous les pays pétroliers aujourd'hui réfléchissent à une stratégie hydrogène ou en ont déjà une. C'est très simple parce qu'à l'horizon 2050, ils savent très bien que leurs actifs pétrogaziers seront des actifs dépréciés ou perdus. Donc l'idée, elle est simple, c'est d'utiliser l'hydrogène pour envoyer jusqu'au pays client ou jusqu'au client final une molécule issue des hydrocarbures qui aura été partiellement décarbonée, ce que Adamo appelait tout à l'heure l'hydrogène bleu sur son slide, on va y revenir, et de fait, envoyer une molécule décarbonée, au moins partiellement, jusqu'au client final, plutôt qu'envoyer une hydrocarbure bien sale, bien moche et bien taxée. C'est ça l'idée. Et le pays le plus allant sur ça, c'était la Russie. C'est toujours la Russie, sauf que bon, bah, pas exporter de l'hydrogène, en fait, ils exportent, voilà, c'est compliqué. Ils étaient motivés, très très motivés. Stratégie en 2020, feuille de route en 2021. Ils devaient publier un plan d'action en 2022. Bon, ils ont choisi de faire la guerre. Mais après, il y a l'Arabie Saoudite, qui est le deuxième pays le plus motivé. Vous avez peut-être vu... Est-ce que vous connaissez cette personne? Mohammed bin Salman, absolument. Donc, Mohammed bin Salman, ou MBS, l'homme fort, évidemment, du régime saoudien, bien sûr, de la famille royale, et avec son projet NEOM, NEOM qui veut dire le nouveau futur. Hein. C'est néo en grec, bien sûr, et c'est M pour le mot qui veut dire futur en arabe. Je vous passe la prononciation. Et du coup, Neom, nouveau futur, c'est ça. C'est une ville de 1 million d'habitants dans le désert, 170 km de long, 500 milliards de budget, etc. Tout à l'hydrogène, vous en avez entendu parler très certainement. Sur un territoire qui est grand comme la Belgique, 26 500 km. Bref, j'en arrive à la fin de mes 15 minutes et j'ai plein de choses à vous raconter par ailleurs. Donc, on va sortir les slides au moment des questions pour illustrer certains points. Mais en gros, si je vous devais vous donner un seul message en passant tout de suite très rapidement, hop là, voilà, j'y suis presque, c'est qu'aujourd'hui, le point de départ, il est très très clair. Mais ce n'est pas parce que ce point de départ est très clair que ça veut dire que l'hydrogène n'est pas une partie de la solution. Ça, pour le coup, si vous entendez des gens vous dire l'hydrogène c'est très carboné en 2023, du coup ça n'est pas une solution d'avenir, c'est a priori que cette personne est soit incompétente, soit un lobbyiste. Donc je vous invite à vraiment prendre du recul par rapport à ça, de voir que oui, l'hydrogène renouvelable dans le monde en 2021, selon l'Agence internationale de l'énergie qui fait autorité, c'est 0,04% de la production totale. C'est 900 millions de tonnes de CO2, la production d'hydrogène dans le monde en 2021. C'est énorme. Mais, encore une fois, ceux qui voient un problème climatique voient aussi une opportunité de business. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Merci de m'avoir écouté. Passe aux questions. Merci beaucoup pour vos interventions très, très complètes et très complémentaires. Pour commencer, effectivement, on va peut-être rebondir sur cette question de l'hydrogène qui existe déjà, qui est utilisée énormément dans l'industrie, mais pour l'instant très carbonée. Elle va se décarboner, mais à quelle vitesse et dans quelle quantité? Est-ce que vous pensez qu'il y a une urgence à décarboner l'industrie avant de passer au transport, ou est-ce que les entreprises, l'État, est-ce qu'on est capable de faire les deux en même temps sur ces prochaines décennies? Commencer là-dessus, peut-être, oui, je pense que c'est très complémentaire. Ce qu'il faut, c'est bien sûr prendre là où l'industrie, comme on l'a dit tout à l'heure, 98% d'hydrogène carboné sont utilisés principalement dans l'ammoniac, dans les raffineries. Et là, il y a déjà des projets. On peut citer Total Energy qui lance un projet à la mer pour décarboner. Ce qu'il faut, c'est mettre en place les mécanismes économiques qui font que ça fait du sens. Parce que l'objectif, c'est pas juste de décarboner pour faire joli quelques centaines ou quelques gigawatts, hein, parce que maintenant on arrive globalement avec quelques gigawatts. Et il faut mener, quand on arrive à mettre ensemble différents usages, on arrive à avoir une meilleure économie. On peut, parce que pour l'industrie, comme une raffinerie ou comme une aciérie, l'hydrogène il doit être à 1 € le kilo.
On parle tout à l'heure, Nico parlait de 13 € à Dijon. Il faut être à 1 €. Si j'en achète 100 000 tonnes, multiplié par 10 €, ça commence à faire un peu de sous à la fin de l'année. Qui va payer ça? Donc il faut arriver à faire des systèmes assez gros, centralisés sur l'industrie. Il ne faut pas les opposer. Et à partir de là, une fois moi je le vois comme ça, qu'on aura fait des hubs qui sont centrés sur des gros sites industriels, on peut avoir de la chimie, on peut avoir une raffinerie, on peut avoir de l'ammoniac, et on peut développer de la mobilité autour. Il y aura des camions, il y aura des voitures, et on peut le développer. Donc moi, je vois plutôt un hub, il ne faut pas opposer des technologies, il ne faut pas dire c'est l'un ou l'autre. Alors du coup, je vais répondre à cette question, sortir un de mes slides. On peut sortir les tiens au fur et à mesure aussi, si nécessaire. Avec Pierre, on va switcher. Je voulais vous présenter ce slide-là parce que c'est quelque chose qui a beaucoup frappé la communauté des analystes de l'hydrogène en septembre 2020. En fait, il y a eu toute une première volée de publications importantes internationales par toute espèce de cabinets, de gouvernements, d'agences, tout le bazar, en 2018, 2019, 2020, pour essayer d'expliquer où irait le marché de l'hydrogène potentiellement. Et ce qui est assez important, il y a un vrai indicateur du marché sur le volet industriel ou plus, c'est les deals qui sont passés sur les fournitures d'électrolyseurs. Sans électrolyseur, il n'y a pas d'hydrogène fait à partir d'énergie renouvelable. Vous pouvez toujours en faire avec du gaz naturel et vous allez essayer de capter le carbone. Vous pouvez toujours en faire avec de la biomasse, en faire par d'autres moyens, mais qui sont marginaux. L'électricité compte le plus et ce que tout le monde voit comme étant effectivement ce qui va s'imposer. Quand, en septembre 2020, le manufacturier d'électrolyseurs norvégien Nel a annoncé un deal à moins de 450 € du kilowatt pour son électrolyseur, dans un deal avec un camionneur américain qui ensuite a eu des problèmes, mais qui maintenant est revenu, enfin bref, je vais passer le détail de Nicolas. Nicolas, évidemment, opposant à Tesla. Et bien tout simplement, tout le monde imaginait qu'on serait aux alentours de 550 € du kilowatt, aux alentours de 2050. Donc quand ils ont annoncé leur deal, et maintenant ils ont annoncé, là, il y a 2 mois, un deal à 225 € le kilowatt, juste le marché va beaucoup plus vite que tous les analystes imaginaient, même les plus optimistes. Donc, il y a un volet industriel sur les usages, il y a aussi, et tu as répondu, il y a un volet industriel sur l'hydrogène même, et je me permets du coup d'utiliser ce slide-là. Là, ce que vous voyez, c'est la capacité de manufacture d'électrolyse, donc de fabrication d'électrolyse dans le monde, sur 2021 et 2022, pardon, sur 2022 et 2023. Et ce que vous voyez, c'est que typiquement, si j'ai un grand projet comme le grand projet de Ain Sokhna en Égypte qui a été annoncé pour 2028 à 15 gigawatts et demi de capacité d'électrolyse, mais que en fait, en 2022, sur une année, tous les fabricants d'électrolyseurs confondus pouvaient ne fabriquer que 15,2 gigawatts de capacité d'électrolyse. De fait, il y a un goulot d'étranglement qui est très évident. Donc ça, ce marché de l'électrolyse, c'est un vrai préalable pour comprendre est-ce que l'industrie peut aller jusqu'au bout. Plus il se développe, et en fait il double. Il est prévu de doubler sur les prochaines années, doubler chaque année sur les prochaines années. De fait, si ça marche, oui, il y a un avenir pour l'hydrogène, très clairement. Et peut-être pour ajouter par rapport à la première courbe, bien sûr, il y a le coût d'investissement d'électrolyseurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est marrant parce que je l'avais fait quand j'ai lancé la première Gigafactory en 2017 en Allemagne. Où tout le monde me disait, mais 1 gigawatt, c'est complètement fou. Le marché est de 500 mégawatts dans le monde. Et ça commence à venir. Maintenant, on parle de 500 gigawatts. Moi, ce que j'avais pris au niveau des ingénieurs, j'avais fait un truc assez amusant. J'ai dit, au lieu de me faire le calcul de prix de vos électrolyseurs, dites-moi combien ça pèse. Et mon asymptote, c'est le prix au kilo de la ferraille. Et c'est ça que j'avais donné. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est 100 $ du kilowatt. Alors, on ne va pas y arriver, mais c'était l'asymptote. Combien pèse la machine au kilo, en ferraille, quoi. Et donc, c'est ça. Et aujourd'hui, j'entends parler, même tu parlais de 400, des 200 € du... Oui, 225. On y est. Donc ça, on y est. Et de l'autre côté, il y a aussi le gros boulot qui a été fait sur les renouvelables, parce que dans le prix de l'hydrogène, ça dépend du taux de charge, c'est 20, 30, 40, 30% le coût de l'investissement. Et 70%, c'est la matière première. La matière première, c'est l'électron. Et ça, vous voyez les records qui sont battus encore tous les jours. 10 € du mégawattheure. En Espagne, on parle sur 1500 heures, 10 € du mégawattheure, c'est-à-dire 4 fois moins cher que notre nucléaire. Hein. Et encore, il sera plus cher. Donc tout ça s'aligne. Juste peut-être un petit saut, c'est
en 2010-12, je crois, le tarif de rachat du solaire en France était autour de 600 € du mégawattheure. Et aujourd'hui, on est à 60. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a divisé par 10. Il n'y a pas de raison qu'on ne divise pas par 10 en 10 ans sur ces équipements qui sont que du CAPEX. En une phrase, ce qui fait que l'Arabie Saoudite va sur l'hydrogène, j'en parlais tout à l'heure, c'est que de fait, ils ont le pétrole le moins cher du monde. Vous le savez, hein, $1 le baril de coût coûtant, de fait. Et sur le solaire, typiquement, le solaire photovoltaïque ou solaire thermique, peu importe, l'Arabie Saoudite ayant l'un des meilleurs taux d'ensoleillement au monde, c'est-à-dire en calories par mètre carré, qui vient frapper le panneau solaire, les Saoudiens imaginent du coup faire du solaire à 8 € le kilo. 8 $ de mégawattheure. 8 € le mégawattheure, absolument. Et donc, ça permet de faire de l'hydrogène à moins d'1 euro. Et en plus, ils ont encore du bol parce que ils ont du vent. Et oui. Donc, en mettant du vent et du soleil, ils arrivent encore à être moins chers sur le système. Mais bon, il y a plein d'endroits dans le monde comme ça. Voilà. On essaie de Ouais. Pardon, pas commencer. Moi, je voulais rebondir également un peu sur le rôle des États. Vous l'avez abordé un peu, notamment avec la France, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite encore là. Quel pourrait être justement le rôle des États pour soutenir les entreprises et soutenir cette industrie-là dans un avenir proche pour rapidement voir les choses évoluer, peut-être même accélérer la marche? Le rôle des États, il est très simple. En un mot, je vais peut-être en parler d'un point de vue des opérateurs. Aujourd'hui, les grands pétroliers, les grands gaziers et les grands industriels sont prêts à partir sur l'hydrogène, voire partent. Mais ils demandent à l'État, enfin aux États, vous voulez pas nous aider quand même à dérisquer un peu l'investissement? Au moins le début. En fait, ils n'ont pas tous envie d'être le premier à se prendre les premières gamelles. Voilà. C'est pas des secrets. Chez Total, en 120 mégawatts, 200 millions d'euros, 300 millions d'euros, on s'en fout. Enfin, tu fais ça, ça avance. Mais tu ne peux pas faire ça de façon soutenue, en disant moi je vais être le premier qui va dérisquer, et puis après quelqu'un d'autre qui attend derrière va profiter des fruits. Donc il faut donner une récompense aux premiers qui bougent et leur sécuriser leur investissement. Donc ils sont tous prêts. Vous avez vu, Total a annoncé un plan que avait lancé 100 stations, aujourd'hui 100 grosses stations. Ils ont envie. Simplement, le job de ces boîtes-là, entre guillemets, c'est de faire quelque chose qui a une rentabilité par rapport à la société. C'est pas des NGO, hein, c'est pas leur rôle. Donc de mettre des cadres qui permettent de dire ok, si tu fais cet investissement, tu as cette aide qui va permettre à toute la filière d'avancer d'un pas. C'est ça qu'ils attendent. Donc ils demandent à l'État de dérisquer l'investissement initial. La deuxième chose que les industriels ou autres demandent aux États, c'est de fournir le cadre réglementaire, évidemment. Parce qu'effectivement, l'hydrogène, c'est quoi? Est-ce que c'est le cadre réglementaire des gaz classiques? Si oui, lesquels? Est-ce que c'est le cadre réglementaire des énergies renouvelables? Est-ce que c'est un cadre réglementaire très différent en fonction de comment est produit l'hydrogène initialement? Quel type d'électricité? C'est exactement le débat européen qu'on a en ce moment avec la France qui s'oppose à l'Allemagne, à l'Autriche, aux Pays-Bas, au Luxembourg. C'est exactement le débat qu'on a entre les Européens versus les Américains, le débat que les Chinois ont, etc. Et tous les pays producteurs d'hydrogène qui se positionnent, qui ne sont pas des producteurs d'énergie ou qui en sont, et qui veulent vendre aux Européens, aux Chinois, aux Japonais ou encore aux Sud-Coréens, typiquement la Namibie, typiquement l'Égypte, typiquement le Maroc, typiquement le Chili, la Colombie, l'Arabie Saoudite que j'évoquais, etc. Ils demandent à ce que ces États clients développent ces réglementations, ces cadres réglementaires. Et le troisième point que on collectivement demande à l'État, c'est tout simplement d'organiser le développement de la filière à l'échelle régionale. Parce que de fait, dans une région à l'autre, surtout en France, on n'a pas forcément les mêmes avantages comparatifs, on n'a pas les mêmes usages, on n'a pas non plus la même base d'électricité décarbonée. Donc de fait, là aussi, qu'il y ait un pilote dans l'avion pour pouvoir faire en sorte que ça ne se développe pas anarchiquement, comme c'est en train par exemple de le devenir aux États-Unis, où là ça se fait anarchiquement. Nous en Europe, ou en Chine, ou en Corée du Sud, clairement c'est piloté par l'État. Et justement, en France, on a 10 acteurs sur l'hydrogène qui sont situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que ce sont ces facteurs-là qui ont mené à cette situation aujourd'hui? Non, mais je pense que ça, c'est un peu historique parce qu'il y a l'électrochimie, il y a le CEA qui sont quand même des pépinières. Moi, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Maxi Energy en 2009. Il y a eu tout cet écosystème Symbio, on en a parlé aussi, j'étais dedans. Donc il y a plein de tout cet écosystème. Aujourd'hui, ça devient national. Il y a Belfort, il y a partout. L'Alsace, c'est fini cette histoire de petits centres. Et je pense que même il faut peut-être aller encore plus loin.
Parce que si on raisonne qu'au niveau de la France, on va s'enliser un peu dans un système. Il faut vraiment raisonner européen et avoir une vision européenne pour faire le poids face à ce que disait Nico, les États-Unis, l'Inde, la Chine, qui sont en train de s'organiser. Si on raisonne au niveau européen et qu'on n'agit pas très vite au niveau européen, ça va être difficile. Eh bien, justement, pour répondre sur ça, comme vous parliez justement de l'Europe, est-ce que la montée en puissance de l'hydrogène, ça pourrait être une nouvelle opportunité justement d'une forme de souveraineté européenne, tu vois, en plus un sujet qui est quand même, il y a énormément d'innovation à faire, ou un sujet de discorde, notamment au sein, par exemple, du groupe franco-allemand, qui est quand même leader. Très clairement, en Europe, on n'est pas d'accord. Ou plutôt, sur l'hydrogène, on est d'accord sur à peu près pas grand-chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de la Chine, beaucoup des États-Unis, etc., etc. De fait, aujourd'hui, l'Europe, au sens de l'Union européenne et la Grande-Bretagne, la Norvège, qu'il faut ajouter aussi, ou la Suisse, c'est le cœur de l'industrie de l'hydrogène, c'est le cœur de la R&D. Ce que je vous présente là, c'est les répartitions dans le monde des brevets technologiques sur l'hydrogène. Vous le voyez ici, hein, ils sont partagés en fonction des histogrammes entre la pile à combustible, la distribution, la production et le stockage. Vous voyez que dans tous les secteurs, l'Europe est devant, sauf sur la pile à combustible, où là pour le coup les Japonais sont historiquement beaucoup plus impliqués. Donc de fait, l'Europe est en avance. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment fait-on pour, un, garder cette avance, premièrement, deux, comment fait-on pour garder les entreprises internationales qui misaient sur l'hydrogène, des Américains, des Moyen-Orientaux, des Australiens, etc., qui venaient en Europe dans les années 2010 parce qu'il y avait de l'argent disponible pour dérisquer de la recherche sur l'hydrogène. Comment on fait pour les garder en Europe plutôt qu'ils repartent chez eux maintenant que leurs gouvernements font aussi des plans hydrogène, comme par exemple nos amis américains, qui ont bien pompé de l'argent public européen pour faire sa R&D, au moment où il n'y en avait pas aux États-Unis, qui maintenant sont en train de se dire « Tiens, c'est vachement intéressant, l'IRA, le Inflation Reduction Act de Joe Biden, et si on rentrait à la maison ?» après avoir bien bénéficié des thunes européennes. Voilà. Ce genre de raisonnement géoéconomique est très, très clairement aujourd'hui en train d'être exacerbé. Et au niveau européen, donc, on n'est pas d'accord entre la France et l'Allemagne sur la question des critères d'acceptabilité de l'hydrogène dit bas carbone. Nous, on veut mettre de l'hydrogène fait à partir de nucléaire dans la directive énergie renouvelable. Les Allemands sont absolument contents. Les Luxembourgeois et les Autrichiens sont prêts à aller en justice pour que la France ne tienne pas gain de cause sur le sujet. Donc, on n'est pas d'accord. De l'autre côté, on n'est pas d'accord sur non plus la question de production domestique versus import. Les Allemands, les Pays-Bas, les Italiens, les Grecs et plein d'autres veulent importer. Importer l'hydrogène d'ailleurs, qui sera certainement moins cher, c'est vrai. Mais au prix d'une perte de compétitivité en Europe. Au prix d'un potentiel de développement industriel en Europe et de souveraineté qui sera perdu. Et puis au prix, autre chose aussi, du fait que si je produis de l'hydrogène bas carbone, par exemple en Mauritanie, vraiment pas cher, et qu'en Mauritanie, j'ai aussi des mines de fer. Mais pourquoi je vais m'embêter à exporter en Europe une molécule d'hydrogène compliquée, quelle que soit la forme, hein, méthanol, ammoniac, hydrogène liquide? Pourquoi je ne vais pas proposer à ArcelorMittal et à n'importe quel aciériste de venir relocaliser son usine de production en Mauritanie pour exporter de l'acier comme produit semi-fini? C'est plus simple à gérer. C'est en train de se faire, c'est en train de se passer, c'est en train de se calculer. L'Espagne, l'Australie. En fait, pourquoi il y a toutes ces usines d'acier dans la roue? Parce qu'il y a du charbon, c'est historique, donc il faut aller à la source d'énergie. Aujourd'hui, il y a un petit changement. S'il y a beaucoup d'investissements à faire, les gros industriels commencent à se positionner vers les zones où il y a de l'énergie pas chère. Il y a un autre exemple aussi, c'est, bien sûr, il y a eu toute la techno, la R&D, enfin, on est très fort en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Mais on est très mauvais à industrialiser, on est très mauvais à passer à l'échelle, à favoriser les boîtes. Et on voit en ce moment un petit aspirateur américain à compétences aussi, parce que le prochain challenge, c'est même plus les technos, c'est les people, c'est les compétences. Toutes ces personnes qui partent, j'en ai plein, un qui est parti chez Reliance, un qui est parti chez Petronas, enfin tous les potes, ils sont tous partis. Attends, on va les choquer un peu. Vous voyez les joueurs de foot, quand on achète leur contrat, vous voyez, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros par-ci, 40 millions par-là.
Première ligue, maintenant c'est plus de 100 millions d'euros. On ne va pas citer ni les boîtes ni les gens, mais on connaît des gens dans le milieu qui aujourd'hui se font recruter avec des welcome packages de l'ordre de plusieurs dizaines de millions. Non, j'ai au-dessus de 100 millions. Mais... Voilà, et franchement, c'est pas moi. Non, mais ça devient un peu... C'est parce qu'en fait, c'est complètement fou. Mais parce que, regardez le goulot d'étranglement. On a une compétition sur les talents, sur les formations qui n'existent pas, sur les formateurs qui existent peu, où il y en a aussi à GEM. Et pour le coup, vous avez la chance d'avoir des profs comme Karine Séville et d'autres ici à GEM, parce que vraiment, il n'y en a pas des masses qui peuvent vous parler d'hydrogène de manière sérieuse. Donc, de fait, on a tous ces cours d'étranglement. Et dans la métallurgie, pour faire les électrolyseurs, faire un électrolyseur, les amis, c'est de la métallurgie qui est encore plus de pointe que la métallurgie pour le spatial. On est sur le top du top des métallurgistes pour faire les électrolyseurs. Et il n'y en a pas 15 milliards. Il n'y en a pas beaucoup aussi parce qu'on hérite de nos histoires d'une trentaine, une quarantaine d'années de désindustrialisation. Il fallait tous être marketing, fabless, c'était à la mode, enfin, fabless, etc. Non, mais donc c'est ça qui met de l'attention sur le système. On peut en parler pendant des heures. C'est vrai qu'il y a des challenges. Et j'espère que l'Europe va se réveiller assez vite parce que ça commence à être un petit peu tendu, je pense, dans le marché. Et sinon, on va acheter des électrolyseurs chinois, des puissances missiles américaines. Et c'est déjà ce qu'on fait, puisque si on revient là, vous voyez que le numéro 1 mondial en 2023, donc c'est Plug Power américain. Le numéro 2 mondial, c'est LONGi, qui est le numéro 1 chinois des énergies renouvelables et qui va être le numéro 1 chinois de l'hydrogène. LONGi dans l'hydrogène, il y a 2 ans, c'était zéro. Et ils se sont installés en France d'ailleurs pour inonder toute l'Europe. Si vous voulez travailler chez eux, voilà. Oui, mais le bureau européen est à Paris. Et le troisième, Cocorico, le troisième, c'est John Cockerill, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une boîte franco-belge. Et qui du coup développe sa gigafactory d'électrolyse en Alsace, soutenue par les marches, soutenue par l'Europe. Vous le disiez un petit peu plus tôt, le continent africain avait un des plus gros potentiels de production d'hydrogène bas carbone à bas coût. Est-ce que justement il ne faudrait pas que, face aux difficultés que rencontrent certains pays à développer des infrastructures, les pays développés et l'Europe justement aide et accompagne cette progression et cette industrialisation. Un petit mot là-dessus, juste ces collaborations. En fait, parler d'indépendance énergétique, d'autonomie, c'est un leurre, c'est pas possible. Imaginons qu'aujourd'hui, en une baguette magique, je dis souvent, on double le parc nucléaire pendant le week-end. Ça. Il faut encore importer 50% de notre énergie. Il manque encore 50%. Et doubler le parc nucléaire en un week-end, en 10 ans, ça va être chaud. Donc il faut absolument s'associer à d'autres pays qui sont partenaires et c'est les sélectionner. Et l'Allemagne, enfin, on a un exemple, l'Allemagne l'a fait. Accord avec le Canada, accord avec l'Arabie Saoudite, accord avec le Maroc, accord avec l'Australie. Enfin, ils savent qu'ils auront besoin de ressources énergétiques. Ou l'autre solution, c'est de fermer les usines. Ça, c'est une solution de tout arrêter, quoi. Et comme ça, on consomme moins d'énergie. Donc il faut mettre en place des collaborations avec des partenariats. L'Afrique, bien sûr, parce que on a beaucoup d'affinités, on est proche, ils ont du terrain qui peut être disponible. Comme le solaire ou le vent, en France, c'est limité. Aujourd'hui, on ne peut pas installer beaucoup de panneaux solaires et beaucoup d'éoliennes, parce que les terrains ne sont pas très disponibles et il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc il fallait trouver la source énergétique là où elle est la plus économique. Pas une... En fait, il y a 3 canaux de coopération avec l'Afrique. Je vais le faire très simple. Premier canal de coopération, c'est en fait pas de coopération du tout, c'est du néocolonialisme. Je viens, je prends la terre, je fais mon projet, ça bénéficie peu localement, je forme pas les gens, je m'en fous, et j'envoie l'énergie en Europe parce que j'en ai besoin. Ça, c'est le premier typique projet en Afrique. Il y en a plein, déjà dans l'hydrogène sur cette base-là. Et évidemment, ça ne marchera pas. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus la même chose. La géopolitique de ce co-développement Nord-Sud n'a rien à voir avec celle du secteur du gaz ou celle du secteur du pétrole du XXe siècle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous ne voulez pas faire de néocolonialisme, il faut faire du co-développement. Et faire du co-développement, c'est ce que l'Allemagne veut faire. L'Allemagne est le premier pays au monde à avoir créé des ambassadeurs de l'hydrogène. C'est effectivement le GATZ qui pilote ça dans le monde entier. C'est un réseau qui s'appelle H2Diplo
Et il y a un ambassadeur de l'hydrogène au Kazakhstan, il y a un ambassadeur de l'hydrogène en Angola, il y a un ambassadeur de l'hydrogène en Namibie, au Nigeria, en Arabie Saoudite, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc de fait, les Allemands ont fait ça. Et le troisième élément, c'est pas juste du co-développement, c'est la compétition. Et là, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure avec la question de la relocalisation de certaines industries européennes en Afrique. C'est un risque qui est réel s'il n'y a pas de co-développement et si effectivement on laisse le marché africain en général se développer de manière anarchique avec des acteurs européens qui sont juste prédateurs. Le risque, c'est effectivement que les gouvernements africains disent très bien, vous êtes prédateurs, mais on va vous obliger à relocaliser des industries chez nous. Et de fait, c'est ce qu'on est déjà en train d'observer sur la Mauritanie, sur la Namibie, sur le Kenya, sur d'autres, l'Égypte. Donc ça, c'est le troisième canal. Si vous ne faites pas de co-développement, donc le deuxième, soit vous êtes prédateur néocolonialiste d'un côté, soit vous allez vous faire sucer votre industrie, notamment de l'acier ou de l'ammoniac européenne. Donc mieux vaut faire le co-développement du milieu. Merci beaucoup. On va entrer dans cette troisième et dernière partie et vous laisser la parole à vous. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont très intéressés par cette question-là. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Il y en a une première. Une question un peu naïve, mais quand même. L'idée dans l'hydrogène, c'est d'essayer d'être quantitatif, parce que si c'est pour en faire très peu, c'est pas la peine. En termes de rendement, si on fait de l'hydrogène issu de l'électricité, une centrale, ça fait 20%, disons un cinquième. Le rendement de l'électrolyse, c'est à peu près 20% aussi, donc on en est à 1,25e. C'est les chiffres de l'ADEME, c'est pas les miens. L'ADEME donne 22%. Mais ça, c'est pas le rendement de l'électrolyse. Pas 20%, mais... 23% de l'ADEME, c'est pas le rendement de l'électrolyse, c'est le rendement d'une chaîne de valeur totale. Oui, c'est ça. Mais rendu à sa destination finale, on est à 20% à peu près. Ça fait encore un cinquième. Donc au total, ça fait un 25e. C'est-à-dire que quand vous avez 1 kW d'énergie primaire, vous avez 40 watts sous forme hydrogène. Est-ce que ça ne veut pas dire que fondamentalement, on ne va jamais pouvoir en faire beaucoup? Autrement dit que oui, ça marche très très bien, mais si c'est pour en faire 1%, on n'a pas résolu les 99% restants. C'est ce que je veux dire. Donc, un petit exemple. Vous le placez à quel niveau? Oui, je pense. Je vais vous donner un petit exemple, et puis après, quand on va prendre du gaz au Moyen-Orient, on l'extrait, on le liquéfie, on le ramène, on le met dans un moteur à combustion. À la fin, vous savez combien c'est le reste d'énergie par rapport au départ? 2%. 98% par fumée, sur toute la chaîne. Et il n'y a pas de système au gaz, non? Non, pas du tout, ça n'a pas marché. Moteur à combustion, jamais de la vie, ça n'a pas marché. Donc, en fait, le rendement est un point de vue, mais c'est aussi le prix de la ressource, la disponibilité de la ressource, et encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le où et le quand. C'est-à-dire que si on a de la ressource pas chère à un endroit qui vaut rien, qui vaut presque rien, et qu'on la ramène, soit du GNL, on la ramène à un endroit qui a de la valeur, alors vraiment, je ne dis pas que ce n'est pas important, je pense qu'il y a toujours un ordre de mérite. Quand on a de l'électron et qu'on veut l'utiliser tout de suite et qu'on peut l'utiliser tout de suite, il faut le prendre. Mettre des batteries localement, très bien, mais qu'est-ce que vous allez faire avec des batteries dans le sud du Chili? Ça ne sert à rien. Ou ailleurs. Donc c'est tout ce calcul-là qui n'est pas si simple que ça. Quand on regarde qu'une partie de la chaîne, je suis d'accord, le rendement est important, mais il faut voir la globalité. Donc ça, c'est l'exemple du gaz. Justement, juste pour finir sur cette question, mais dans ce cas-là, est-ce que la stratégie d'un pays comme l'Europe, c'est pas plutôt de travailler sur des alternatives directes d'utilisation de l'électricité, ou je dirais, de stockage d'électricité? J'en sais rien. Par exemple, on sait que si on stocke du lithium avec du silicium, on a un facteur à peu près 25 de capacité de stockage, des choses comme ça, qui est plus propre à nos connaissances, d'un point de vue stratégique, stratégie techno-scientifique. On a ici les connaissances et on peut produire l'électricité ici. Alors que si on développe et qu'on met énormément d'argent pour développer des électrolyseurs qui gagnent un facteur 2, je ne sais pas, par exemple, finalement, on va armer, entre guillemets, d'un point de vue dépendance, des pays qui nous embêtent aujourd'hui déjà, parce qu'on en est dépendant d'un point de vue économique. Donc, est-ce que c'est un bon calcul, cette fois-ci financièrement? Je sais pas tous les. Je vous donnais tout à l'heure la taille des batteries dans le monde. 11 gigawattheures. Il faudrait multiplier par 100 000, tout ça, et encore, on en est loin. Donc je pense que c'est pas ou l'un ou l'autre. Je pense que c'est bien de travailler sur les batteries, pour les stockages court terme. Souvent, c'est du stockage très court terme, avec pas beaucoup de puissance, en fait, en
d'énergie emmagasinée, c'est pas un sujet d'énergie. Donc c'est très bien, mais il faut aussi développer le reste, sinon on n'aura pas d'énergie en fait. Comme je disais tout à l'heure, si on multiplie rien que les centrales nucléaires par 2, ça ne suffit pas, il manque encore 50% de l'énergie. Donc il faut développer aussi tout le reste, de la chimie et des autres molécules. Et on est aussi dépendant. Hein. Où sont les mines d'uranium en France? Je ne les ai pas vues. Il y a plein de manières de répondre à cette question. De fait, il y a la question du rendement est un vrai sujet. Ça, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu en passant tout à l'heure sur le slide des goulots d'étranglement que j'évoquais. Nous, on n'est pas du tout du genre à venir vous dire que l'hydrogène, c'est génial, il n'y a aucun problème et ça va pas poser de problème du tout sur le déploiement à l'échelle. Typiquement, vous parliez des rendements, vous pourriez très bien poser la même question sur la question de l'impact climat des fuites d'hydrogène, qui aussi est un gaz à effet de serre indirect. Donc de fait, on peut tout à fait parler de ça, il n'y a pas de sujet. Il y a des études qui existent. Ce qui est important pour la question du rendement, c'est la suivante. Qu'est-ce que le marché veut aujourd'hui en termes d'énergie? C'est de la disponibilité et de la flexibilité. Cette dimension disponibilité-flexibilité, vous allez la régler avec l'hydrogène sur tout un paquet d'usages et sur tous les autres usages sur lesquels l'hydrogène est soit trop cher, soit pas assez efficace. Effectivement, il y a l'électrification directe. Typiquement, si on reprend l'exemple que tu as pris tout à l'heure de Walmart, Amazon, Carrefour, Lidl, toutes les grandes plateformes logistiques mondialisées, en tout cas occidentales pour l'instant, qui ont passé, ou qui sont en train de passer leur plateforme et leurs entrepôts à l'hydrogène, il y a une raison très simple à ça. C'est simplement la question de la flexibilité de l'usage. Et ça a été dit tout à l'heure sur le temps de recharge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une solution électrifiable ou électrifiée qui fonctionne. Ça veut juste dire que dans l'usage, on va préférer ça. C'est pareil pour le secteur des taxis ou des flottes de véhicules d'entreprise. Tu viens de HRS, qui produit des stations de recharge hydrogène. C'est exactement le business model. C'est fournir de la flexibilité. Une citation pour illustrer. Quand on fait le plein d'une voiture comme la Toyota Mirai en mettant 5 kg en 5 minutes et demain en 1 minute, ça équivaut à un superchargeur de 20 MW. Je ne pense pas qu'on est dans la rue un jour à un superchargeur où on va connecter 20 MW. Quoi. Mais tout le monde n'en a pas besoin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les technos. Moi, je ne suis pas non plus un défenseur de l'hydrogène. Simplement, il faut trouver les bons endroits. C'est très complémentaire. Et l'électricité, l'électrification partout c'est possible, c'est très bien. Et pour finir de répondre à votre question, on a le sujet du renforcement des réseaux qui va être nécessaire et qui est souvent mis de côté dans la question de l'électrification directe, on n'en parle pas. Alors que là, pour le coup, sur l'hydrogène, chacun paye son réseau en fonction de son usage et de son marché. Pour le coup, ce n'est pas à l'État de venir payer des réseaux hydrogène. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je vous amène aussi sur le très long terme. Sur le très long terme, je vous l'ai dit, j'ai commencé à travailler sur l'hydrogène en Arctique, il y a un peu plus de 10 ans. Et de fait, pourquoi j'ai commencé à travailler sur l'hydrogène en Arctique? Parce que les Groenlandais et les Islandais se demandaient est-ce qu'on n'allait pas pouvoir décarboner nos îles complètement et devenir autonomes avec l'hydrogène. Et eux, ce qui les intéressait, notamment les Groenlandais, c'était aujourd'hui, par rapport à cette question climatique, les solutions qu'on développe maintenant sont celles qui vont, de fait, être celles qui vont continuer à s'imposer au 22e, au 23e, au 24e siècle. Pour nous, des peuples qui sommes en Arctique depuis 10 000 ans, quand on réfléchit aujourd'hui à cette histoire de transition énergétique, on veut trouver des solutions qui nous permettront d'être encore là en Arctique dans 10 000 ans. Alors je sais que pour un politicien qui pense à 4-5 ans de mandat, c'est compliqué de faire la même chose. Et pour le faire au Groenland, fondamentalement, quand on fait le calcul de la quantité de matières premières extraites du sol qu'il faudrait pour électrifier massivement sur pas juste une génération, mais des dizaines et des centaines de générations, si on ne le fait pas, le réchauffement climatique reviendra. Et bien, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles eux aussi ils partent sur l'hydrogène plutôt que l'électrification totale. Donc, c'était juste un point de vue de plus pour vous amener à regarder le sujet de manière très différente et pas juste par la question des rendements. On aura une question. Moi, j'ai une question. Si on parlait beaucoup de ramp-up sur les batteries, on parle d'un facteur 10 000. Mais finalement, sur l'hydrogène vert, on parle d'un facteur 100 000. Enfin, et les capacités au moment on va dire, les mises d'argent sont plus importantes aujourd'hui sur les batteries que sur l'hydrogène. L'argent qui est mise, elle est plus probablement sur les batteries. Finalement, on va y arriver quand même parce que les facteurs, quoi. On a l'impression qu'il y a un facteur 10 sur l'argent mis sur les élections. Et un facteur 10 inverse.
Alors, je vais prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite. Si je suis saoudien aujourd'hui, admettons, de fait, qu'est-ce que je vais prendre comme solution pour éviter que mes actifs soient dépréciés? Les actifs pétroliers, gaziers. Je vais passer à l'hydrogène. C'est le fameux hydrogène issu de fossiles que je vais décarboner le plus possible, donc que je vais nécessairement greenwasher au moins partiellement, c'est l'évidence même. Et ce faisant, en développant cet hydrogène greenwashé, je vais nécessairement développer aussi de l'hydrogène, pour le coup, vert. Pour le coup, tout à fait en des objectifs. Et quand on a des acteurs aujourd'hui qui ont une magnitude d'investissement aussi importante que l'Arabie Saoudite, que le Qatar, que les Émirats Arabes Unis, que la Russie, quand elle pouvait encore investir, que la Chine et d'autres, tous ces acteurs-là qui veulent décarboner leur secteur pétrolier ou gazier sans perdre, ou charbonnier, sans perdre la flexibilité et l'accès au marché facilité qu'ils avaient, de fait, on comprend pourquoi aujourd'hui ils veulent mettre plutôt des centaines de milliards et donc faire cet effet de levier sur l'hydrogène que sur la batterie ou sur l'électrification directe. Il y a eu des projets, des grands projets, Desertec et plein d'autres, d'électrification de l'Europe par des grands câbles sur des milliers de kilomètres. Ça n'a jamais fonctionné. Sur les 20 dernières années, ces projets se sont multipliés. Ça n'a jamais fonctionné. Tous les acteurs de ce genre de projet-là, câbles sous-marins longue distance ou fils électriques longue distance pour décarboner l'Europe, sont tous partis sur l'hydrogène. Absolument tous. Et l'Australie avec l'Indonésie, c'est Même chose, c'était pareil, c'était le projet ASEAN Renewable Energy Hub, c'est la même chose que Desertec, c'était un câble, maintenant c'est plutôt de la chimie, de la molécule. En fait, après, on a ce sentiment aussi, c'est vrai que l'électricité, c'est le plus ancien, le véhicule électrique, les usages électriques, donc il y a eu beaucoup d'argent mis. Et c'est, encore une fois, moi, c'est pas opposé. Je pense qu'il faut vraiment faire l'optimum sera obtenu avec le meilleur des deux. C'est comme toujours, si on veut faire tout avec une techno, il y a toujours quelques pourcentages qui vont pas bien, qui coûtent trop cher, qui sont compliqués. Et pareil dans les deux sens. Donc il faut prendre là où ça fait du sens et là où chaque techno a ses avantages. Et je pense que c'est une somme des deux. L'hydrogène est un petit peu plus récent dans l'esprit des gens. Je veux dire, ça fait que quelques années où vraiment ça commence à prendre. Et ça va s'accélérer, comme je le disais, avec des grands acteurs qui ont les capacités d'investir et qui voient aussi le potentiel qu'il peut y avoir à rester dans un monde de la chimie qui est plus facile à manipuler pour eux qu'un monde de l'électricité. Et je vous invite à regarder les travaux de Wang Gang. Alors Wang Gang, tout le monde ne le connaît pas. Wang Gang, c'est tout simplement le ministre chinois des sciences et des technologies. Et c'est lui qui a été le père du plan quinquennal x5 de transition énergétique, plutôt de développement de l'énergie bas carbone en Chine. Plan quinquennal hydro, puis éolien, puis solaire, puis batterie. Et maintenant le cinquième, on y est, hydrogène. De fait, il avait pensé ça avant tout le monde. Et lui, son projet, et donc le projet chinois aujourd'hui, c'est un projet dans lequel vous avez 25% de molécules carbonées qui restent. Pétrole, gaz, autre forme. 25% de molécules carbonées. 25% de nucléaire et d'électrification directe. Et le dernier 25%, l'hydrogène. C'est ça le plan chinois pour 2040. J'ai vu une main se lever par là-bas. Ange. Deux questions qui n'ont rien à voir. Première question, vous avez parlé que c'était la 5e vague de l'hydrogène, de l'ARIP. Ouais. Pourquoi celle-ci marcherait par rapport aux autres? Et deuxième question, qui n'a vraiment rien à voir, c'est par rapport au scénario de RTE. Il y a un scénario avec l'hydrogène. Je n'ai aucune idée des hypothèses qui ont été prises par RTE. Est-ce qu'il y a l'idée de faire fonctionner des centrales nucléaires pour produire de l'hydrogène ou c'est qu'avec les surplus de l'ENR? Peut-être les hypes, en fait, il y a deux, après tu compléteras, il y a deux éléments qui convergent, en fait, une vraie volonté de décarboner, parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que la décarbonation, c'était pas vraiment un problème réel. Il y a le coût des renouvelables qui a pas arrêté de baisser au cours des 10 dernières années. Il y a 10 ans, quand on commençait à faire les business models, mais les renouvelables, ça coûte quand même cher, donc il n'y avait pas ce sens-là. Donc ces deux éléments-là ont coincé un petit peu l'hydrogène dans une courbe qui dit bon, ça commence à faire du sens, et c'est là où les politiques en sont emparés et qui donnent les moyens. Donc, vraie problématique CO2, vraies opportunités avec du renouvelable. Et pour le nucléaire, si tu veux raconter, mais je pense qu'il y a un potentiel réel avec la chaleur, le couplage, faire de la vapeur. Il y a aussi des technologies d'électrolyse haute température qui sont connues dans certains pays qui sont développés. Aux US, il y a des accords très très forts nucléaires, électrolyse en Allemagne avec Sunfire. Partout, ils regardent ça pour optimiser encore le réacteur nucléaire qui pourrait avoir plus de rendement et pouvoir faire de l'hydrogène
en même temps que de l'électricité. Donc c'est regardé à ce niveau-là, c'est étudié. Je pense que c'est une bonne solution complémentaire, des renouvelables aussi, parce que, comme je disais, on ne peut pas mettre du renouvelable partout et en quantité suffisante. Le scénario de RTE qui prend en compte de l'hydrogène est sur la base des chiffres ADEME que vous aviez évoqués tout à l'heure, donc sur un rendement de la chaîne de valeur hydrogène de 23%. De fait, ce rendement-là, le nucléaire peut permettre de l'augmenter. C'est-à-dire que typiquement, si vous passez d'une électrolyse alcaline classique, standard, faite par les Chinois en plus, ils sont leaders sur l'alcalin, où vous avez 55%, 60% max de taux de rendement, et que vous passez à de l'électrolyse à solide-oxyde, à oxyde solide à haute température, comme celle développée par le CEA, ici à Grenoble, et qui est devenue une spin-off avec la spin-off Genvia, basée à Béziers, et qui est à la fois CEA, il y a Vicat, il y a Vinci, il y a Schlumberger qui sont actionnaires de cette boîte-là, et l'État, c'est un GIP. De fait, là, on est sur des rendements d'électrolyse en laboratoire de 99%. Donc, vous faites baisser le coût de l'électrolyse de juste cette brique-là de 40%, et vous augmentez le rendement quasiment x2. Donc, typiquement, les scénarios RTE vont nécessairement devoir être renouvelés assez rapidement quand ces technologies-là, pour le coup, Genvia, c'est 2028, seront sur le marché. Donc, mais s'il y a une bonne base de départ. Et sur les hypes, très simple, l'hydrogène est un vecteur d'intérêt en sortie de crise. Année 20, je vous l'ai dit, 1923, année 20. Puis ensuite, année 50, les premiers avions hydrogène, tentative, année 50. Puis, année 73, 79, début 80. Puis, année 90, 2000, c'est le moment où toi tu as commencé et où mon père avait investi dans l'hydrogène à l'époque. Ça n'a pas marché. Et maintenant, avec à la fois le retour de la crise de 2008, crise financière, qui a remis l'énergie au centre de la table, et maintenant la double crise Covid, qui a accéléré toutes les stratégies qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc l'hydrogène est un go-to energy, c'est ça qui est assez fascinant dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a une crise systémique majeure. Et maintenant, ça va le faire. Parce que les conditions de marché, les conditions réglementaires, les conditions politiques, tout est différent en réalité, par rapport même juste au début des années 90-2000, même la connaissance sur la sécurité, etc. etc. Vous parliez tout à l'heure d'extraction minière pour l'électrification. Mais on est d'accord parce que si on parle d'hydrogène à base d'électrolyse, on parle d'électricité en intrant et donc de production électrique. Et on a eu la chance de recevoir Emmanuel H qui nous a parlé de la criticité des matériaux de la transition énergétique. Et si on veut arriver aux 26%, ou en tout cas un pourcentage important de l'hydrogène dans le mix énergétique, il va falloir mettre en place énormément d'ENR qui seront sourcés à l'étranger, donc on passe la souveraineté. Mais avec l'IRENA, on a dit 12%. Pour rester sous les 1,5 degré, on a dit 12%. Pas besoin d'aller au 26. Oui, mais ça reste énorme. Oui, bien sûr. Donc il va falloir mettre en place énormément de PV, d'éoliennes. Non, mais pour l'électrification aussi, mais pour produire de l'hydrogène. Et donc, finalement, les extractions minières, elles sont monumentales, avec aussi les émissions de carbone qu'on connaît à l'extraction minière. Et en plus, ce serait certainement même pas possible, enfin, si on prend les chiffres d'Emmanuel H, on manquerait de matériaux. Donc, est-ce que... Et c'est limite que je ne vois pas apparaître dans vos slides aussi. Alors, je vais te dire simplement, en fait, si, vous avez quand même la compétition pour les apprends en métaux critiques. Elle est là quand même. Ça me semble difficilement réalisable quand on voit le besoin en matière première, en minerais de la transition énergétique. En fait, c'est presque un argument pour répondre par la négative à la question de monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire que, vous l'avez très bien dit, les besoins en métaux critiques et en métaux qui aujourd'hui ne sont pas critiques, mais qui vont le devenir, ce que Emmanuel décrit très bien dans ses différents travaux, de fait, ne sont pas les mêmes, bien sûr, entre un tout électrique et un tout hydrogène. Mais ce qui est intéressant, c'est que, de fait, la différence, elle va se situer entre le moment où vous avez produit votre électron et le moment où vous allez utiliser cette énergie à l'usage, tout simplement. Si vous avez besoin de métaux critiques majeurs, de béton, etc., je ne sais quoi, si vous avez besoin de beaucoup de matériaux pour cette partie de la flexibilité, une fois que l'électron est produit jusqu'à l'usage, avec l'électrification directe, de fait, vous allez en avoir beaucoup plus des besoins en métaux critiques.
qu'avec de l'hydrogène parce que vous transportez une molécule. Donc là-dessus, le point de départ est un peu différent dans le sens où si on a une grosse capacité de production d'énergie renouvelable nécessaire parce qu'on en fait de l'hydrogène, de fait, une économie d'hydrogène va consommer plus d'énergie renouvelable sur la petite production de NR, va consommer plus de métaux critiques pour la production d'énergie renouvelable sur la partie amont. En revanche, va consommer beaucoup moins, et c'est là que le vrai jeu, le vrai delta apparaît, sur toute la partie transport, donc le midstream, et sur le downstream. Juste un petit chiffre pour donner ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour transporter un gigawattheure d'énergie, ça coûte en matériaux finalement 15 fois plus en électrons qu'en hydrogène. Donc c'est pas 20% de plus, c'est 15 fois plus. Donc si on a besoin de 15 fois plus pour l'électron que pour l'hydrogène, il peut y avoir un équilibre. Ça ne veut pas dire 100%, et ça va dans le sens de la flexibilité et la disponibilité. Juste un autre petit exemple, quand vous faites le plein de voitures électriques, enfin, remplissez, vous utilisez du mètre carré pendant 1 heure, 2 heures. Quand vous faites le plein avec l'hydrogène, c'est 5 minutes. Donc obligatoirement, en termes de ressources nécessaires pour toute la filière hydrogène, bah, c'est beaucoup moins à ce niveau-là, au niveau des usages, de la flexibilité et de la disponibilité. Donc c'est pas tout à fait... Ça illustre un peu les besoins en coûts et en matériaux qui vont être nécessaires pour toute la filière, en fait. Il ne faut pas regarder juste la production, il faut regarder vraiment toute la filière. Ah oui, moi, je me posais la question par rapport à l'utilisation finale. Parce que vous avez parlé de poids de la voiture. Je me posais la question de l'utilisation dans la métallurgie. En fait, c'est uniquement les transports. C'est une question de que vous avez pour l'hydrogène, donc à la fois pour les transports et à la fois pour l'industrie des transports. Et donc, du coup. Il y a le BTP aussi. Le BTP. L'urbanisation qui multiplie par 4, c'est le BTP. Ok. Et du coup, est-ce que l'hydrogène, ce serait pas mieux pour une transition vers, on va dire, un usage réduit, plutôt qu'à la fin, in fine, un réel. Je sais pas, un remplacement, ouais, c'est ça, de tout ce qui est batterie et tout ce qui est de capacité d'usinage, de capacité de production. Ouais, vous avez pas compris. En fait, je comprends pas où vous voulez en venir. Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on veut utiliser l'hydrogène pour l'utilisation que ça va avoir. Pour l'utilisation que ça va avoir au final. Par rapport au transport qu'on va avoir et comme on disait, pour les miniers à la fin. Donc, c'est pas une question par rapport à la sobriété. Ok, d'accord. C'est une question de la trajectoire qui a été choisie l'utilisation de l'hydrogène. C'est la question de la flexibilité. C'est la même chose que. C'est la raison pour laquelle le pétrole et le gaz se sont imposés. C'est la question de la flexibilité. Et le sujet, c'est que ce qu'on observe, c'est que même si les usages peuvent coûter plus cher, s'ils sont plus flexibles et plus simples, le consommateur va vers le plus flexible et plus simple, même s'il est plus cher. Alors, pas tous les consommateurs. Une segmentation qui intervient, évidemment, bien sûr. Mais il n'empêche que cette dimension de flexibilité à l'usage et à la distribution, c'est le point de force, c'est l'avantage de l'hydrogène très clair. Mais ça répond à une question. Ça veut dire que ça ne va pas aller dans tous les usages, il va y avoir qu'on appelle des merit orders, des priorités en fonction. Ça va dépendre aussi des ressources de chacun des pays. Une solution qui marche bien pour la France est peut-être différente de celle de l'Espagne, parce qu'il y a d'autres ressources, d'autres accès à des matières premières ou des énergies primaires. Donc c'est un mix des solutions qui va se mettre en place au niveau de tous les usages de l'énergie. C'est un secteur énergétique qui va trouver ses voies là où il y a un intérêt vraiment de flexibilité et de disponibilité. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est quand on parle d'hydrogène, on parle d'hydrogène et les dérivés qui vont avec. Donc c'est hydrogène énergie, c'est hydrogène électricité, certes, mais c'est aussi l'hydrogène qu'on appelle l'hydrogène composant, c'est-à-dire l'hydrogène qui va rentrer dans la composition d'autres molécules qui vont encore plus flexibiliser la distribution de ces énergies initialement renouvelables. Typiquement, on a évoqué l'ammoniac, on a évoqué le méthylcyclohexane, on a évoqué le toluène, on a évoqué plein d'autres. On a parlé de fuel, l'éthanol, et diméthyléther. Et il y a l'hydrogène va ou peut permettre quelque chose qui est en train d'émerger aussi, qui est le développement de carburants carbonégatifs. Et là, pour le coup, on est sur quelque chose que les partisans du design régénératif, par exemple, souhaitent ardemment développer, en tout cas en théorie, penser développer depuis 20 ans. De fait, les carburants carbonégatifs
Si vous avez une molécule de synthèse avec de l'hydrogène vert d'un côté, faire avec des renouvelables, voire même fait avec de la biomasse, et de l'autre côté, vous avez du carbone qui est pris, soit dans l'atmosphère, Climeworks qui va faire ça, peu importe, du carbone qui va être pris de manière biogénique, qui va permettre peut-être de décarboner tel ou tel usage, tel ou tel intrant. De fait, vous pouvez imaginer avoir un développement de carburant carbonégatif. Pas juste la neutralité carbone, mais mieux. Et pourquoi l'hydrogène intervient ici, là où l'électricité ne le peut pas? C'est parce que, de fait, l'électricité vous permet de développer une neutralité carbone. L'hydrogène peut vous permettre, si tout va bien, si ça marche, si c'est utilisé, si c'est pas cher, etc. Les si sont nombreux. Si les fuites sont gérées, si je passe au détail encore une fois, ça peut vous permettre d'arriver vers un monde qui n'est plus juste neutre en carbone, mais qui est carbonégatif. Mais là, on est au 22e siècle, certes. Mais il y a déjà des projets. Mais moi, les enfants qui vont naître là en 2023, les vôtres peut-être pas, moi les miens prochainement, de fait, moi, mes gamins, il y a de bonnes chances qu'ils vivent avec leur espérance de vie l'année 2100. Donc tous ces éléments-là qu'on voit qui sont très loin, de fait, les enfants qui naissent aujourd'hui, ils vont les voir. Donc, ne les mettons pas de côté, ces perspectives-là de carbonégativité. En même temps, pour une dernière question, je suis désolé, il y en a beaucoup. Mais c'est la demoiselle là-bas qui a posé la première. Tout à l'heure, vous avez parlé des collaborations entre les pays pour la production et l'exploitation de l'hydrogène. Et vous avez évoqué aussi l'impossibilité de l'indépendance énergétique. Enfin, j'entends vos propos et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais du coup, dans l'autre sens, et sur quelques années, l'hydrogène ne peut pas participer donc, à aggraver en fait, les problèmes qui peuvent en découler de la dépendance énergétique d'un côté, et de l'autre, de renforcer la logique frontière. Bon, c'est peut-être, quand on parle d'indépendance énergétique, je vous ai dit tout à l'heure, déjà, si on doublait même le parc nucléaire, on a encore besoin d'apporter 50%. Donc c'est un peu un rêve. Et je pense que c'est pas bon pour les équilibres de la société. On est sur Terre, on fait du troc, on échange des choses. Donc c'est bien, ça donne de la stabilité d'échanger des choses. Donc je suis un peu contre cette indépendance. Parce que, imaginons qu'on mette des murs autour de la France, on dit on est indépendant. Finalement, moi qui vis en Rhône-Alpes, je ne vais pas donner mon hydroélectricité super green, super propre aux mecs de la Drôme, quoi. Ils vont se faire voir. Donc on va retourner vers quelque chose un peu moyenâgeux en disant ça va péter un jour. Donc c'est bien, la dépendance est bien. Il faut qu'elle soit calculée, raisonnée. Donc ça fait de l'échange. Deuxièmement, l'hydrogène, quand on parle d'hydrogène qui est souvent fabriqué à partir de renouvelables, eh bien, sur Terre, on a un peu plus de vent. Vous avez vu des cartes, faites par Nico. On voit qu'on a un peu plus, c'est faiblement dispersé. Tout le monde a un peu de vent et tout le monde a un peu de soleil. Ça tend à rééquilibrer un peu les équilibres énergétiques. Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on est sur Terre aussi, les humains, on se bat pour l'énergie. On se bat pour le gaz, on se bat pour le pétrole. Donc là, le fait d'avoir du vent, du soleil qui permet de faire de l'hydrogène, ça donne un peu plus d'équilibre. Ça ne veut pas dire 100%, mais tout le monde peut en faire un peu de soleil, un peu de vent, faire un peu d'hydrogène, et après réguler avec les imports et les exports. Donc ça, c'est un véhicule de stabilité aussi, je pense, par rapport à ça, parce que tout le monde en a, c'est plus accessible, et ça permet aussi de faire de l'échange au niveau de l'énergie. Je négocie pour finir à 20h30 pour prendre d'autres questions. Et promis, je réponds en une seule phrase. En fait, sur la géopolitique des énergies, on observe une vraie incompréhension, ou plutôt un vrai abus de langage sur la question de la dépendance énergétique à l'étranger. Et ce qu'on appelle souvent dépendance est en réalité un mécanisme de hedging, un mécanisme de couverture par la diversification du portfolio des importateurs. C'est ce que les Allemands font. Quand les Allemands font 20 accords d'entente avec des pays étrangers pour développer des projets là-bas et importer de l'hydrogène, ils ne sont pas en train de se rendre plus dépendants qu'ils n'étaient avant. Justement, ils apprennent plutôt de leurs problèmes de dépendance avec la Russie sur un acteur ou sur 2 ou 3, maintenant en multipliant la dépendance sur une vingtaine, 25, 30 acteurs ou pays. Donc de fait, ce faisant, en réalité, ils réduisent leur dépendance opérationnelle. Donc voilà, on observe vraiment à chaque fois, notamment dans les médias, cet abus de langage-là. Je vous invite à être vraiment vigilant. J'avais une question tout là-haut. Ouais. Alors, juste en dessous. Monsieur. Par rapport à ce que les investisseurs ont déclaré aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du gap
termes d'investissement, s'il y en a un, il faudrait pour atteindre les 2%. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de choses à acheter, c'est très ambitieux, etc. Est-ce qu'on a une idée de ce qui manque pour atteindre le 2% par rapport à ce que les investisseurs aujourd'hui ont déclaré Non, c'est quoi le 2%? C'est quoi? le scénario, pardon. Le 2 degrés. Ah, je ne parle pas du 1,5, mais du 2 degrés. Ah, 2 degrés. Les chiffres, je ne sais pas en tête. Il y a des calculs qui sont faits par rapport aux besoins financiers pour atteindre ça. Je ne sais pas si tu l'as. On parle de 60 000 milliards de dollars d'investissement. 60 000 milliards de dollars, ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur, pardon, ça représente les 2/3 du PIB mondial. Et de fait, PIB mondial sur une année, 60 000 milliards, c'est sur au moins 2050 pour la neutralité carbone. Ces investissements-là, on ne les aura pas. On le sait qu'on ne les aura pas. Aujourd'hui, dans les énergies renouvelables, ou plutôt dans les clean tech énergie, je vous l'ai dit, ah non, je ne vous l'ai pas dit, pardon. Non, je reviens de Marseille où j'ai fait une conférence ce matin et je l'avais dit. Du coup, on a vu un point de bascule en 2022. Ou plutôt, on est proche, très très proche du point de bascule. Pour la première fois en 2022, les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables ou les clean tech énergie a dépassé l'ordre du 1000 milliards de dollars. Première fois dans l'histoire. Les investissements dans les technologies liées aux fossiles, c'est 1500 milliards de dollars en rythme annuel. Et de fait, on estime qu'à l'horizon 2025, ou 27 au plus tard, on aura cette bascule où la courbe des clean tech dépassera la courbe d'investissement dans les énergies fossiles. Et dans les énergies fossiles, il faut bien se rendre compte qu'il y a plus de 500 milliards d'investissements qui sont en fait des subventions d'État pour les énergies fossiles et qui existent toujours. Et en France, on subventionne plus les énergies fossiles aujourd'hui, 3 fois plus que les énergies renouvelables. Je ferme la parenthèse. Donc, voilà les ordres de grandeur dont on se parle. Et en réalité, le vrai sujet ou le vrai combat qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de bâtir les cadres réglementaires et aussi de former suffisamment de gens pour pouvoir livrer des investissements. Parce que dire je fais un investissement, c'est facile. C'est ce slide-là. Dire je fais des projets hydrogène, c'est facile. Mais au 30 juin 2022, sur les 1066 projets hydrogène dans le monde qui sont arrivés au stade du mémorandum d'entente, MOU, Memorandum of Understanding, seulement 217 en fait, avaient atteint le stade de la décision finale d'investissement, donc 20%. Mais 20%, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a atteint le seuil. C'est bon, l'industrie va partir. On le sait. Mais mon point, c'est de dire que c'est facile de dire je fais un projet, c'est beaucoup moins facile de sortir effectivement le fonds pour le faire, et c'est beaucoup moins facile de sortir effectivement les travailleurs, les ingénieurs, etc. pour les faire. On en revient au goulot d'étranglement des personnes, des talents que j'évoquais tout à l'heure. J'avais une question rapide sur également le problème de carbone de l'hydrogène. Rapidement, donc ici vous avez dit qu'on veut prendre notre électricité et que ça serait plus facile de la faire au Chili ou dans des pays où il y a plus de soleil, plus de vent, etc. Est-ce que ça pose pas un problème, par exemple, de fabriquer des panneaux solaires en Chine? On va faire de l'électricité au Chili puis à produire l'hydrogène qu'on va importer en France. Là, vous remettez en cause en fait les chaînes de valeur internationales. Le problème, par exemple, est-ce que c'est pas un souci de pas de... Je vais vous prendre un exemple. Pourquoi aujourd'hui on va extraire de l'aluminium en Afrique et on va le raffiner, le fondre et le raffiner pour faire des produits finis en Islande, pour ensuite le ramener en Afrique? Tout simplement parce qu'en Islande, vous avez des énergies renouvelables, c'est-à-dire que 100% de l'électricité islandaise est faite à partir d'énergies renouvelables, hydro et géothermie en l'occurrence. Et de fait, ça coûte moins cher. Et plus les taxes carbone vont augmenter, plus ça va coûter moins cher de faire de l'aluminium et donc de l'amener jusque là-haut pour le redescendre jusqu'en bas, plutôt que de le faire localement. Donc c'est juste un exemple pour vous dire qu'aujourd'hui, sur les chaînes de valeur internationales, ce qui va compter pour le coup, c'est pas le coût du transport, qui en fait est marginal, c'est véritablement le coût des matières premières ou des matières premières pour faciliter la transformation des matières premières en produits semi-finis. Il y aura peut-être une autre entrée, ça sera peut-être l'impact du CO2 qui peut commencer à compenser. Aujourd'hui, le CO2, honnêtement, aujourd'hui, on transportait tout et n'importe quoi à travers le monde en conteneur, ça coûte rien, ça coûtait rien le transport. Et en mettant un peu d'impact CO2, on peut imaginer qu'il peut y avoir aussi des usines de production. Kazakhstan, par exemple, en train de regarder pour faire ses usines de panneaux solaires, pour les faire pour eux-mêmes. L'Arabie Saoudite, c'est pareil, pour faire des usines de panneaux solaires en Arabie Saoudite. L'Espagne, en Gilles, etc.
pour faire des villes en Espagne pour leurs panneaux solaires. Mais ça va se faire progressivement. Et là, l'impact CO2 va compenser le transport et le fait que ce soit produit en Chine moins cher. Pareil pour l'électrolyse. Au début, l'électrolyse, on dit on va faire tout dans une grosse usine en Chine. Je pense qu'ils ont pris un peu d'avance aujourd'hui parce qu'ils investissent beaucoup. Mais demain, si c'est très automatisé, où le manpower, pas grand-chose, et puis les matières premières, on les a aussi disponibles en Europe, il peut y avoir un retour de production plus décentralisé de ces équipements. Bémol à ça, très rapide. Si l'industrie du transport maritime se décarbone très rapidement, comme les objectifs, ou plutôt pas les objectifs, le cadre réglementaire fixé par l'Organisation maritime internationale sous l'égide de l'ONU l'impose à l'horizon de la fin de cette décennie, de fait, donc si avec des carburants alternatifs, notamment par l'hydrogène, ammoniac, méthanol ou autre chose, peu importe, le secteur du transport maritime se décarbone bien. Et là aussi, on observe un point de bascule, puisqu'on a vu fin 2022 que pour la première fois, il y avait plus de commandes de navires au méthanol que de commandes de navires au GNL. Ça, c'est un autre point de bascule. De fait, là aussi, on pourra se dire l'impact carbone va être minimal sur en fait, cette dimension de transport international des marchandises ou des produits finis ou semi-finis. Et donc, on pourrait se dire au contraire, on repart sur une globalisation heureuse, machin. Mais là, la limite, ça va être évidemment les tensions géopolitiques que vous connaissez tous et qui sont aujourd'hui plus des logiques du coup de réappropriation d'appareils industriels. Ça, c'est l'effet Covid, très clairement. Il y avait la question à gauche. Si je comprends bien, pour produire de l'hydrogène qui est 100% propre, en neutre en carbone, il faut faire l'électrolyse de l'eau, à partir de l'électrolyse de l'eau, avec un courant dont l'électricité est renouvelable. Ou bas carbone. Ou bas carbone. D'accord. Et c'est super dur à faire. Aujourd'hui, on n'y arrive pas tellement, je suppose. Voilà, si. Donc à faire un hydrogène 100%. Il y avait plusieurs. On a vu, je crois, il y a au moins 300 MW d'installés aujourd'hui. Il y a X% qui sont fabriqués comme ça. Voilà. Ce que vous voyez sur ce slide, très rapidement, c'est les perspectives donc, de production d'hydrogène vert, du coup, sur la chaîne de valeur décarbonée que vous évoquiez, dans le monde. On est sur une multiplication qui est importante. Là, ce slide-là, qui nous vient de chez Bloomberg, c'est que sur la base des projets qui ont été annoncés et des projets donc, qui ont effectivement un modèle économique avec un investissement, etc. Ce n'est pas un truc hors sol de McKinsey sur les implantations. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un traité à McKinsey, c'est un peu gratuit. Vous avez parlé de Gigafactory pour faire l'hydrogène, mais du coup, vous voyez un peu un rendement. On pourrait ramener à l'échelle une production des grosses entreprises avec leurs panneaux solaires, par exemple, sur leur toile, pourraient créer leur hydrogène pour après le réinjecter dans leur. Il y a des projets comme ça. Après, il faut voir, c'est toute une histoire de puissance. Par exemple, ArcelorMittal en Espagne est en train de travailler sur un projet de décarbonation avec des panneaux solaires. Et il faut quelques hectares pour alimenter la quantité d'énergie nécessaire. Mais il y a des projets comme ça à travers le monde qui sont en train d'être regardés pour décarboner les usages industriels ou faire de la chimie. Et Yara en Australie, à Pilbara, ils vont faire un projet du même style de mettre des panneaux solaires et des éoliennes pour décarboner leurs usines. Et nos cousins québécois nous diraient il faut parler de on parle de giga-usine, pas de gigafactory. Pas de giga-usine. Il nous reste une minute, les c'est bref, d'abord. C'est une question d'horizon de temps. Vous disiez tout à l'heure, on a à peu près 27 ans pour tenir les 1,5 degrés, mais ça suppose 2 degrés, pardon. Ça suppose qu'on s'arrête au bout de 27 ans de produire. En fait, ça continue. Parce que la décroissance, elle n'est pas comme ça. Ce qui veut dire que probablement qu'on a probablement moins de 27 ans. On est d'accord. Une fois qu'on aura fait toute l'intégrale de années. Est-ce que ça, c'est pas aussi une contrainte en termes de déploiement parce que bon, il faut quand même travailler les tuyaux. Et donc, effectivement, l'investissement total, c'est une chose, mais le rythme d'investissement total, c'en est une autre. Est-ce que ça aussi, ça ne contraint pas un peu tout le... Et ça va peut-être favoriser d'autres solutions qui seront, sur le papier, pas franchement meilleures, sauf qu'elles seront juste disponibles. Par exemple, en ce moment, on en parle beaucoup entre le nucléaire qu'on n'arrive pas à relancer et puis les renouvelables
qui ont leurs qualités et leurs défauts, et sont juste disponibles en termes de fabrication cette fois-ci. Je pense que vous avez donné la réponse. Il faut tout faire. Il faut tout lancer. Il est urgent. Après, il y a 27 ans, mais d'ici peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, encore de nouvelles technologies mettant. Comment sur le marché? Parce qu'en se disant, on va encore faire une étude de marché, on va encore faire une roadmap, on va encore faire un plan stratégique. On ne fait que perdre du temps. Donc, lançons les choses. Donc, dans la batterie, dans le nucléaire, dans l'hydrogène, enfin, tout ce qui est disponible. En fait, la priorité, c'est tout ce qui décarbone. Faisons-le. Commençons à le faire. Plutôt que d'attendre. Ah mais non, c'est peut-être pas la bonne solution. Hein. Mais pas encore en faire une étude et puis dans un mois on en reparle et dans 6 mois on en reparle. Ouais, mais t'es sûr que tu as fait le rendement de carrément 4 tracés, enfin, etc. Et ça, on ne fait rien. Et c'est ce qui se passe en fait depuis quelques années. Où on se dit on veut attendre le truc miraculeux, on peut l'attendre encore. Hein. Et si on attend ce truc miraculeux et puis il n'y a rien de faisant. Et la dernière. Short, on fait short. J'hésitais à poser la question, mais je me demandais si l'hydrogène bleu ne va pas arriver en concurrence par rapport au développement de l'hydrogène vert. Ouais, déjà, il y en a déjà. Il y en a déjà du bleu qui arrive, de l'ammoniac bleu, l'Arabie Saoudite, etc. Et là, encore une fois, prenons bien, parce que l'objectif, c'est les 2 degrés. C'est ça l'objectif. C'est pas de l'hydrogène bleu, du jaune, du vert, du blanc, comme disait. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est décarboner. Si en priorité, il y a déjà des endroits où on peut faire du bleu, on peut capturer le CO2, on peut même le recycler, parce que plutôt que le séquestrer, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Allons-y, quoi. Faisons. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les technologies. C'est bon. C'est ce que vous voyez sur ce slide-là. Voilà, ce que vous voyez sur ce slide-là, on estime à ce stade, pour le coup, la littérature est convergente. Il n'y a pas de consensus, mais ça converge petit à petit sur l'idée qu'il faudrait au moins 2 tiers de vert et 1 tiers de bleu, donc c'est-à-dire issu de fossiles avec la décarbonation partielle, captation du carbone partielle, donc du greenwashing, hein, si on dit les choses clairement. De fait, ce n'est pas une question de coût. Là, pour le coup, c'est une question d'effet réglementaire et c'est une question d'échelle, puisque tous les pétroliers que j'évoquais tout à l'heure savent faire de l'hydrogène. Ils sont très contents de relancer cette grande machine de la promesse de la captation de carbone qu'ils promettaient déjà dans les années 80-90. De fait, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça marche mieux, c'est vrai. Air Liquide, vous êtes à Grenoble, pour le coup, est le leader mondial sur le sujet en termes de techno. Technip français, Technip Energies, est le numéro 1 mondial en termes d'EPC sur justement l'hydrogène bleu. Donc, en France, il y a des entreprises qui font ça, mais ce n'est pas une question de coût. Là, c'est une question politique. C'est une question de jusqu'où on accepte qu'un bilan carbone avec des émissions, soit acceptable. Pour les Américains, c'est 3,38, donc 3,38 kg par kilo d'hydrogène, 3,38 kg de CO2 émis par kilo d'hydrogène. Typiquement à l'IPHE, donc un organisme intergouvernemental de discussion sur les standards de l'hydrogène aujourd'hui, on s'achemine plutôt vers en dessous de 1 kg de CO2 émis pour 1 kg d'hydrogène produit comme un seuil d'acceptabilité. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un critère en fonction des kilos, 1, 2, 3, jusqu'à 10, qui est le max. Et moi, je suis contre l'idée du greenwashing si on fait du CCU, qui est de l'utilisation du carbone, parce que ça permet de recycler quand même. On a besoin de carbone dans plein d'activités, des SAF, etc. Donc, si on arrive à réutiliser ce carbone qu'on a capturé pour faire de l'hydrogène bleu, c'est déjà un peu moins fossile. Je reformule. Le greenwashing pur, c'est les gens qui vont faire de l'hydrogène pour pouvoir justifier le fait de lancer de nouveaux programmes d'exploration ou de production d'hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon. Et on en trouve beaucoup dans le monde. Officiellement, ça n'existe pas. Il y en a plein. En revanche, il y a effectivement tout ce qui existe et qui mérite d'être décarboné ou d'être recyclé sous forme de carbone, effectivement. C'est la raison pour laquelle le carbone recyclé fait partie, par exemple, donc issu de CCU, fait partie des carburants renouvelables, fait partie de la directive sur les carburants. Les RFNBOs. Renewable Fuel Non-Biological Origin. Voilà, vous l'avez en anglais. Essayez de traduire. Non biologique. Merci. Voilà. Donc l'hydrogène vert, mais c'est pas plus cher que l'hydrogène bleu. Ça dépend. Ça dépend où. En fait, ça dépend. Ça dépend. Il faut capturer le CO2 d'un côté et l'enfouir. Donc, si j'ai le puits juste à côté ou si je réutilise tout de suite à côté, pourquoi pas. Et de l'autre côté, il faut avoir c'est pas cher. Donc, ça dépend des endroits, ça dépend de où. Et encore une fois, il en manque. Il y en a besoin de tout. Donc, n'essayons pas de dire ah non, moi je prends que du bleu, je prends que du vert. Allons-y, quoi. Allons-y dans tout.
Et cette fois, on va vraiment conclure. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Merci Monsieur Miret d'avoir bravé les Ben, je l'ai pas vu, mais c'est pas une session de ticket, je crois. Et encore une fois, un grand merci à tous d'organiser ça, une sur la semaine, mutuelle.